Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 9 avril 2024 et c'est l'épisode 361. C'était une grosse tendance d'il y a quelques années, ça remonte un petit peu, mais qui elle s'est pas concrétisée. C'était la promesse, tenez-vous bien, de rentrer dans un magasin, d'en ressortir sans passer par la caisse, mais évidemment sans rien voler. C'était une innovation dont la réalité n'a pas dépassé la fiction pour une fois. Amazon qui était derrière ces expérimentations, qui faisait une fois de plus affronter nos 2 mois intérieurs, celui du confort associable de ne pas passer devant les caissiers et caissières, et d'un autre côté celui du défenseur des captations abusives de données personnelles. En tout cas, il revient à Amazon sur cette expérimentation grandeur nature. C'est la dure loi des business models, et cette réalité s'applique aussi quand on est un constructeur de voitures électriques que je ne nommerai pas, même s'il s'agit d'un constructeur probablement de génie, même si lui aussi, il doit avoir 2 ou 3 mois intérieurs qui s'affrontent au passage, et qui doit affronter une nouvelle concurrence chinoise dynamique. Alors forcément, tous les regards dans ce contexte se tournent vers l'avenir et le next big thing qui permettra un développement économique incroyable des boîtes tech. Certains misent sur la réalité augmentée. Personne ne peut nier que l'intelligence artificielle va jouer un rôle. Mais si l'avenir était orienté en direction de la robotique? On va en parler ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et j'appuie cette introduction sur la base du conducteur qui a été soigneusement sélectionné par celui que vous retrouvez une fois de plus dans cet épisode. C'est Guillaume Podcast-Pala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Mais écoute, ça va, moi et tous mes mois intérieurs, on te salue, on vous salue. Le but, c'est de ne pas être trop nombreux en mois intérieurs et de ne pas être trop incompatibles. Voilà, c'est ça, de bien s'entendre, c'est important. Alors, on espère que les personnes qu'on va accueillir sur le tapis rouge ont des mois intérieurs complètement compatibles et qu'ils sont parfaitement heureux dans la vie. En tout cas, on est heureux, nous, de les voir nous rejoindre. C'est Corentin Lallier, Adrien Segard, Jérôme Feutelet, Feuzoun, Taro Yamada et Séverin qui ont décidé de rejoindre patreon.com/techcafé ou qui ont renouvelé leur engagement, parce que Tech Café, évidemment, depuis une dizaine d'années, c'est un podcast gratuit qui vous donne des infos essentielles à vous qui êtes passionnés par la tech ou qui travaillez peut-être même dans les nouvelles technologies. On est convaincu qu'on arrive à vous informer et à vous offrir un petit moment de sourire et de détente quand on n'est pas trop anxiogène, en tout cas, durant des journées probablement bien trop stressantes, comme on vit toutes et tous, et durant lesquelles la guerre de l'attention bat son plein. On prend évidemment énormément plaisir, Guillaume et moi, vous le savez, à parler des nouvelles technologies chaque semaine, et c'est aussi un peu pour nous d'ailleurs notre rendez-vous incontournable, parce qu'on sait que vous écoutez. Mais si vous en avez la possibilité, on ne peut que vous inviter à nous soutenir là pendant que vous écoutez ce nouvel épisode. Pas d'excuses, vous avez du temps de cerveau un petit peu disponible pendant que vous nous écoutez, et vous pouvez aller sur patreon.com/techcafé dans votre navigateur, le lien est dans les notes de l'épisode, et puis vous pouvez envisager de nous soutenir à partir d'1,50 € par épisode hebdomadaire. Alors, les suppléments sont évidemment offerts, et ça vous permettra de vous assurer de la pérennité du podcast et de bénéficier en échange d'une adresse privée que vous pourrez rajouter dans votre app de podcast favorite et qui vous permettra d'écouter les épisodes sans la pub. C'est sur patreon.com/techcafé. J'en profite aussi pour faire un petit appel du pied à vous qui nous soutenez depuis longtemps, parce que j'ai des messages de temps en temps de personnes qui disent « Oh là là, désolé, je soutenais Tech Café sur Patreon depuis longtemps, mais ma carte bancaire a expiré et je ne l'ai pas mise à jour. » Et a priori, je ne sais pas comment ça marche vraiment sur Patreon sur cet aspect-là, mais vous n'avez pas de notif, je pense. Et tout simplement, vous ne participez plus à l'insu de votre plein gré au Patreon de Tech Café. Si vous avez changé de carte bancaire il y a quelques temps maintenant, ou pas trop longtemps, allez peut-être jeter un coup d'œil. J'en profite aussi pour citer un avis qui a été déposé sur Apple Podcast de Demeus qui dit « Excellent podcast ». Il dit « Je trouve l'émission bien préparée ». Ça, c'est pour toi, Guillaume. Et les sujets passionnants, c'est certainement le meilleur podcast sur la tech. Alors ça, il le disait déjà il y a un moment parce qu'il fait une mise à jour, il dit « Update ». Cela fait plus d'1 an que je ne rate aucun épisode, mais je trouve ce focus sur l'IA quelque peu exagéré. Autant la techno est super intéressante pour les passionnés, autant je trouve l'impact de l'IA difficile à apprécier de mon côté. J'utilise régulièrement GitHub Copilot, Amazon Code Whisperer en tant que dev, mais je trouve que ces outils ne font davantage perdre de temps et surtout le code produit est d'une qualité tellement médiocre que je passe mon temps à corriger le code produit. L'IA est peut-être importante et au sommet de sa hype, j'aimerais juste entendre un peu plus de nuances. Générer du texte, le traduire, le résumer, voilà comment je peux résumer l'utilité des LLM actuellement. En fait, je pense, Demeus,
pense qu'il ne faut pas se tromper. On n'est pas en train de dire, je pense, hein, et je te laisserai réagir Guillaume si tu le souhaites, que les IA ont profondément changé la vie là dès aujourd'hui. Je pense que c'est une tendance forte et surtout qui est en accélération et on est en phase de découverte de tout ce que ça va amener. Et je pense aussi que ça va avoir des impacts forts, mais peut-être que ce qui est possible aujourd'hui ne permet pas tout à fait de montrer ce qui va continuer à changer et ce qui pourra probablement être amené demain. Je suis à peu près certain que les sollicitations de ChatGPT et consorts, des copilotes, il y a plein de gens qui trouvent ça cool, il y en a plein qui l'utilisent. Je suis pas certain, je me trompe peut-être d'ailleurs, que ça ait pas. Je suis pas certain que ça ait bouleversé aujourd'hui les métiers, mais je sens qu'il y a un truc qui ne s'est pas arrêté et qui va s'accentuer et inévitablement il va y avoir des impacts. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Guillaume, sur ce ressenti à chaud, sur cette mise à jour d'avis d'Apple Podcast. Moi, je parle énormément d'IA ici et je suis très intéressé par tous les aspects scientifiques et par tous les aspects innovation et tout ça que ça représente. Ouais, vous le sentez sans doute, hein. Mais je l'utilise très très peu en réalité. Au quotidien, je l'utilise quasiment jamais. J'en teste énormément, je teste plein de trucs, de génération d'images, de génération de texte, plein de chatbots, je teste un petit peu tout ce qui se fait, presque, tout ce que je peux tester, mais j'en utilise pas. Parce que, effectivement, ouais, je trouve aussi que c'est le début, c'est balbutiant, c'est hyper intéressant, c'est hyper prometteur, c'est pour ça qu'on en parle autant, mais je n'utilise vraiment très peu. Alors, je n'utilise pas 0%, c'est vrai que, bon, voilà, j'utilise pour la traduction en particulier, pas mal. J'ai un peu utilisé pour le résumé de certains trucs, mais c'est pas, voilà, pas tellement plus. Et puis, surtout, je m'amuse avec, tu vois, voilà, j'ai utilisé des générateurs d'images, tout ça. J'ai fait des trucs avec le son et tout ça, c'est marrant, mais effectivement, pour le moment, je trouve aussi que c'est le début, mais c'est super prometteur et ça avance extrêmement vite, il y a toujours énormément de news, c'est pour ça qu'on en parle énormément, mais effectivement, pour l'instant, bon, peut-être que ça va changer, bon, ça va probablement changer progressivement d'ailleurs, mais c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas changé ma vie non plus, hein, faut pas exagérer, ma vie quotidienne, elle n'a pas été révolutionnée par l'IA. Enfin, si, elle a été révolutionnée par l'IA parce que je suis obligé de lire énormément plus de trucs qu'avant, mais sinon, c'est beaucoup plus fatigant qu'avant, mais sinon, à part ça... Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est dense. C'est vrai que quand on fait la veille, je me rends compte que maintenant, il y a encore plus de choses sur lesquelles il faut s'intéresser. Parfois, je dois dire aussi que quand on fait notre veille tech, je ne sais pas pour toi, Guillaume, peut-être qu'il n'y a que moi, mais c'est plus dur d'identifier les choses qui sont fondamentales dans l'actualité tech. Et vraiment, encore une fois, c'est toi qui prépares beaucoup le conducteur. Ben oui, alors, et pendant un temps, honnêtement, c'était beaucoup plus facile, je ne vais pas vous mentir, hein, de suivre voilà, les grandes sorties de smartphones, les salons, les tablettes, évidemment, les nouvelles sorties des systèmes d'exploitation. C'est plus du tout le cœur de l'actu, mais du coup, l'info importante est plus diluée et le travail de préparation, je pense, est plus conséquent. Petit cas d'usage, moi, tu sais, qui s'est installé, en fait, pour chaque épisode de Tech Café, Guillaume. Alors, j'utilise un outil en ligne de traitement du son qui réduit aussi certains petits défauts et qui nivelle les niveaux des voix pour que vous ayez un son au top quand vous écoutez Tech Café. Donc ça, c'est des algos qui travaillent derrière. Et surtout, il y a une IA qui fait alors une transcription que je ne remets plus à dispo vraiment pour des raisons de site web. Et puis toi aussi, Guillaume, pendant longtemps, tu avais pu fournir les retranscriptions des épisodes. Il faudra peut-être qu'on retravaille ça dans le temps, on en reparlera, mais vraiment dans assez longtemps, on ne va pas faire ça tout de suite. Mais pour la petite anecdote, cette IA fait aussi les résumés des chapitrages time-codés que je mets à disposition pour les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Donc dans le flux privé du podcast, je ne le redis pas, mais c'est un petit élément en plus. Il y a les time-codes et c'est l'IA qui arrive à identifier à quel moment on a commencé à basculer sur telle ou telle rubrique. Ce que je trouve au passage bluffant. Et il y a un petit truc, c'est que la manière dont ça me le ressort est pas évident pour que je le remette dans les notes de l'épisode sur le flux Patreon. Et en fait, j'ai une petite manip, un prompt que j'ai enregistré et systématiquement, je dis à Google Gemini de me retraiter le prompt, de me retraiter les timecodes et la manière dont c'est écrit pour le remettre dans les notes de l'épisode de Patreon. Et moi, j'avoue qu'en fait, c'est un des seuls usages que j'ai vraiment de ces outils. Et je pense que demain, quand l'interface va évoluer, il y a cette espèce de no-code aussi qui va être une composante assez importante de l'avenir de l'informatique et peut-être ça va être probablement l'étape d'après, je me dis, qui sera encore plus utilisable pour le grand public. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord de Tech Café. Alors évidemment, continuez à déposer des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict et des étoiles sur Spotify pour contribuer à valoriser la notoriété du podcast. Et puis donc oui, si vous voulez discuter entre vous et avec nous, vous pouvez vous retrouver sur serveur Discord. Alors on a une rubrique réaction avec Potoff qui a déposé un message et je voulais vraiment le citer. Oh là là, suite au dernier épisode, je suis allé écouter l'épisode de Paraculte dédié à Minecraft. Alors pour celles et ceux qui connaîtraient pas,
Paracult, c'était un autre podcast sur les médias, quelque part, enfin les jeux, les loisirs. Les livres, etc. et les films dont on parlait avec Guillaume, qui n'étaient pas les trucs mainstream quelque part, ou qui étaient abordés dans le temps présent. Donc avec un petit côté rétro et un peu décalé. Grosse nostalgie du temps, dit-il, où je l'ai découvert. Première bêta à l'époque, il parle donc de Minecraft, hein, et pas de Paracult. Et suivi la progression en faisant évoluer un serveur pour mon fils et ses copains au fil des évolutions et updates. Une des choses qui m'a personnellement émerveillé dans ce jeu, et que Guillaume P ne nomme pas, c'est le côté vivre en jeu, l'expérience Robinson Crusoe, qui parle sans doute à une partie d'entre nous. En tout cas, merci pour ce revival. Je pense d'ailleurs que cet aspect Robinson Crusoe, c'est vraiment toute la mode des jeux de survie qu'on a vu. Moi, je lui conseille vraiment d'essayer Vintage Story. S'il apprécie l'expérience Robinson Crusoe, je pense que Vintage Story, c'est très bien. C'est vraiment un truc qu'il faut qu'il teste, parce que ça va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est une reco et quelque part un bonus déguisé dans l'intro. Et puis un autre message. Hello, dans l'épisode de mardi, on parle de la faille de XZ. C'est Fred DeWitt qui dit ça. Mais j'ai pu lire une version un peu différente de celle de Guillaume Poggiaspala, à savoir que le mainteneur initial en a eu marre après 20 ans de loyaux services. Et qu'un utilisateur malicieux a pris plus d'1 an à gagner sa confiance pour reprendre la paternité du projet avant d'introduire la backdoor. C'est raconté comme ça sur minimachine.net, et évidemment il nous donne le lien vers l'article. Guillaume, est-ce que tu avais vu cet article et cette info ? Oui, alors effectivement, il dit que le papa en a eu marre en 2022, qu'il a laissé les rênes à Jiatan, et que ça lui glace le sang, évidemment, parce que voilà, plein de projets open source pourraient se retrouver comme ça, à perdre leur père et être confrontés aux mêmes soucis. Alors oui, tu peux avoir peur, tout à fait, c'est vrai. Cela dit, Lasse Collins n'a pas abandonné le projet XZ. À l'heure actuelle, le repos GitHub de XZ est fermé, mais il y a un miroir. On peut voir que le projet revendique une 30aine de participants, mais en réalité, l'immense majorité des contributions étaient faites par Larzu, qui est Lasse Collins, et Jiatan, qui est on ne sait pas qui c'est. Même si en 2022, qu'on a ce message, effectivement, où il dit qu'il est fatigué, qu'il est malade et qu'il a besoin d'aide, on peut constater qu'il a continué pendant l'année 2023 à contribuer. On peut voir les commits, on peut voir on peut voir quand est-ce qu'il a contribué. Les contributions de Jiatan commencent elles aussi pendant cette période d'ailleurs. Effectivement, là, ça a eu un coup de mou, et Jiatan en a profité pour gagner sa confiance. En tout cas, pour effectivement commencer à rentrer, si tu veux, à beaucoup plus participer, et à commencer à avoir des droits, surtout, effectivement, sur le compte. On sait toujours rien sur Jiatan, on ne sait pas si c'est une ou plusieurs personnes, si c'est une organisation, un hacker, un gouvernement quelconque, ou si c'est un compte qui a été compromis d'ailleurs, on n'en sait rien. Lasse Collins s'y maintient XZ depuis une 20aine d'années en freelance, donc c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans l'activité. XZ, c'est un cas de projet open source particulier qui repose quasi exclusivement sur une seule personne, et c'est sans doute la raison pour laquelle il a été attaqué. Alors, heureusement, tous les projets open source sont pas du tout comme ça. Il y a souvent une communauté, parfois même il y a des fondations entières autour, c'est le cas de Blender, de Python, de Rust, de Linux évidemment. Bon, dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de soucis à se faire, et il y a aussi des logiciels ou des briques logicielles qui sont beaucoup moins bien dotés et maintenus par des gens qui sont pas payés, qui sont pas nombreux. Et encore une fois, il y a 10 ans avec la faille d'OpenSSL, on se faisait la même réflexion. C'est vrai. S'il y avait plus de 2 bénévoles pour travailler sur le code et le vérifier, on n'aurait pas eu ce problème. Ouais. Beaucoup de projets open source ont une résilience contre ces formes d'attaque, qui, il faut quand même le rappeler, sont coûteuses. Parce que il faut quand même un gars qui ait une expertise significative pour se rendre utile sur un projet, qu'il n'ait pas d'antécédents louches vraiment, il faut tabler sur des mois, des années de patience pour gagner la confiance des gens, attendre le bon moment pour se faire intégrer à grande échelle aussi dans des distributions, sachant qu'au plus il y aura d'utilisateurs, au plus il y aura aussi de gens qui pourraient finir par détecter un truc pas banal, comme ça a été le cas ici. Donc ces attaques, effectivement, ont un bon potentiel, parce que tu mets une backdoor dans la moitié des serveurs du monde, si tu y arrives. Mais c'est des attaques qui sont complexes, qui sont longues, et qui n'ont pas une si grosse probabilité de rester très longtemps non détectées en réalité, parce que il y a énormément de gens qui utilisent ces trucs-là, et donc il y a beaucoup d'yeux qui scrutent, et beaucoup d'experts qui sont en train de scruter ça. C'est pour ça que je pense que, finalement, qu'on n'a pas vu tellement d'occurrences de ce type d'attaque qui, effectivement, est digne d'un roman d'espionnage, mais qui est peut-être pas si rentable que ça. C'est pas pour ça qu'il faut pas avoir peur, parce que, en fait, à côté de ces vulnérabilités intentionnelles, de ces portes dérobées, qui font peur, avec des gens comme ça qui sont extrêmement opiniâtres, il y a aussi, et surtout, toutes les vulnérabilités que les devs mettent dans leur code sans le faire exprès. Ouais. Des trucs prêts à exploiter tout de suite, et c'est beaucoup moins cher que... autrement plus fréquent. C'est très très fréquent, et puis c'est beaucoup moins cher d'exploiter des zero day, d'exploiter des failles dans le code, que de passer 2 ans à envoyer une top sous couverture dans une communauté GitHub.
Mais le souci de base, par contre, c'est le même dans les deux cas. Parce que la force de l'open source, c'est que des milliers d'yeux peuvent en principe voir et corriger le code. Le problème, c'est que si t'as que 2 yeux ou 4 yeux, ben, ça marche beaucoup moins bien. Et on parle encore aujourd'hui, et comme d'habitude, finalement, du financement et de la dotation des logiciels open source, et en particulier de ceux que tout le monde utilise. Est-ce que c'est raisonnable de laisser une brique essentielle de l'édifice logiciel mondial sous la responsabilité de bénévoles en burn-out? Ben non, bien sûr que non. Et il y a des solutions. Des solutions, il y en a. Il y a les donations, il y a les solutions mixtes, il y a les licences pour des usages commerciaux, il y a le financement par les boîtes qui font du blé avec les codes en question et qui ont tout intérêt à ce qu'ils soient béton. Et tout ça, c'est en partie mis en place, à diverses échelles, pour divers trucs, mais il y a encore évidemment pas mal de boulot, il y a encore des trucs qui sont laissés pour compte, et c'est très dommage. Il faut toujours trouver un équilibre avec tous ces business models, et c'est pas facile. Je voyais une réaction aussi sur Discord qui portait sur un constat qui me semble un peu hâtif d'un défaut des développements open source versus fermés. Au contraire, je pense que ce type de dérive quelque part, d'attaque ou de faillibilité est d'autant plus facile à voir quand c'est dans le cadre de développement open source plutôt que fermé, parce que sinon tu ne peux pas le voir. Voilà. Donc tu peux très bien, il peut très bien avoir un gouvernement qui force des développeurs, qui force une boîte à mettre une porte dérobée, comment tu le sais? Ouais, tout à fait. Bon, ça c'était un petit peu les interactions, mais sans autre forme de procès. Guillaume, on doit absolument se plonger dans des news et j'ai l'impression de faire un petit retour en arrière dans les épisodes de Tech Café, Guillaume. On parlait, il y a de ça plusieurs années maintenant, de cette expérience de consommateur, comme je disais en intro, propulsée par Amazon Go. On rentrait, on payait, mais on s'en rendait pas compte, quelque part. Et bon, mais c'est pas l'avenir. Bah écoute, on n'a jamais connu Amazon Go en France. C'est un type de magasin qui a été mis en place par Amazon, qui était donc bardé de caméras et d'IA de partout pour éliminer les caisses, pour éliminer les queues à la caisse évidemment aussi. Vous faites vos courses et vous partez direct, mais bien sûr, tu pars pas sans payer, puisque tout est surveillé, le magasin sait ce que tu achètes, et tu t'identifies à l'entrée, donc tu es tout simplement facturé sur ton compte Amazon automatiquement. C'est magique, et d'ailleurs, un temps, franchement, j'y ai cru. Ça fait un bail, parce qu'il faut voir que ça a été introduit fin 2016, ça. Voilà, j'ai essayé de savoir un peu quand ça remontait, 2016. Oui, on en a parlé en 2017, ce genre de truc. Donc ça a été lancé, quand ça a été lancé, j'ai cru que ce serait un peu le futur quand même, parce que les premières années... Ça te réjouissait pas Pas particulièrement, mais je me suis dit, ouais, effectivement, si tu peux éliminer les caisses, ils vont le faire, tu vois, puis les gens vont préférer ça, ça me paraissait crédible. Les premières années, je me suis dit qu'il faudrait un moment à mettre tout au point, donc je me suis pas trop inquiété, tu vois, puis bon, pour un moment pour consolider tout ça, rentabiliser cette débauche de tech, parce qu'il faut quand même un sacré équipement. En 2020, il y a eu le confinement, souci pour les magasins, tout ça, ça a dû ralentir les choses, je me suis pas trop méfié. Mais en fait, c'est vrai que ça fait 8 ans quand même, et donc on peut commencer à se poser des questions sur le projet qui patine, et qui patine tellement qu'il vient de tomber à l'eau, quoi. Alors, trop cher, trop chiant aussi, sans doute, de mettre 35 caméras au mètre carré, peut-être, mais en fait, la vraie raison, c'est que ça a jamais vraiment marché très bien. Et ça, j'avoue que ça me surprend un peu. Parce qu'on est habitué à voir des algos et des IA dernièrement, surtout, qui sont toujours plus faux-folles. Alors, je suis un petit peu surpris et mort de rire, en apprenant que les IA des magasins Amazon Go, en fait, elles étaient assistées par 1000 Indiens derrière des PC qui corrigeaient les décisions des algos qui foiraient très régulièrement, qui regardaient en temps réel les gens faire leurs courses. Ça devait être vraiment passionnant. Amazon a donc réussi à remplacer le boulot de caissier par celui de téléopérateur, de téléobservateur de courses. Un autre boulot donc qui est vraiment épanouissant. Et donc Amazon Go, c'est foireux, apparemment ça va s'arrêter aux US et ça continue pour l'instant, étonnamment peut-être en Angleterre. Pour combien de temps, un mystère. Donc Amazon a fait un pari sur les magasins physiques, donc ils ont acheté les magasins Whole Foods aussi, et ça marche moyen. Donc on parle vaguement d'un projet maintenant de caddie connecté qui compte tout seul ce qui est dedans, on verra bien. A priori, les supermarchés, comme on les connaît, vont pas encore changer tout de suite, comme quoi, actu frénétique ou pas, et les IA, ça se foire quand même régulièrement, ça continue. C'est marrant toute l'innovation qu'il y a là-dedans qui est quand même assez réduite. Je repense même, je ne sais pas si tu avais déjà vécu des enseignes de magasins qu'on ne va pas citer ici, mais moi j'avais un magasin, je me rappelle, où tu avançais avec une préfile qui te redistribuait vers la caisse qui était libre. Tu vois, ça considérait le fait que l'humain en collectivité n'était pas fut-fut pour identifier la file qui était la plus libre à la caisse du supermarché. Et donc tu faisais une méga queue et la queue, à la fin, tu avais un écran qui disait « caisse 7 disponible ». Et donc tu allais à la caisse 7. Bon. Ça n'a pas marché. Et au bout de quelques années, ça a disparu. Autre cas aussi d'expérience un peu différent, Guillaume, dans un restaurant d'entreprise où j'ai eu l'opportunité de prendre mes aliments sur le plateau, tout va bien. Et à la fin, je pose mon plateau sur une espèce de socle. Il y a une arche au-dessus avec une caméra. Et puis, je badge et
je paye. Bon, bah, je me dis, waouh, reconnaissance de l'image, ils arrivent à me facturer, etc. Est-ce qu'il y a une marge d'erreur, etc., etc. Et j'ai appris par la suite que non, 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 non. C'était juste que les photos étaient prises quand tu posais ton plateau et que après coup, tu étais facturé parce qu'il y avait quelqu'un qui se paluchait chaque image et qui associait la facturation. Et ça me faisait penser un petit peu à ce dispositif Amazon Go, quelque part. Pas gagné, hein, la révolution là-dessus. Guillaume, on continue avec des services qui, en fait, on peut une fois de plus se poser la question du fameux adage, alors que j'aime pas trop, moi, mais qui a sa raison d'être. Si c'est pas gratuit, qui est le produit, Guillaume? C'est un domaine où ça semble inévitable que les chatbots arrivent, hein, c'est la recherche sur le web, à tort ou à raison. Tout le monde y pense, ça pour Microsoft c'est fait, pour Google c'est presque fait, avec le SGE qui va être donc le Search Generative Experience, qui va être plus largement déployé, qui va même peut-être devenir plus ou moins par défaut. Et avant même ces deux-là, de toute façon, on avait Perplexity, qui proposait déjà, avant tout le monde, de répondre à vos questions en langage naturel, en donnant ses sources. Mais il y a plusieurs soucis à cette vision de l'avenir, hein. Le premier est financier et technologique, hein. C'est pareil, c'est parce que c'est beaucoup plus complexe, ça demande beaucoup, beaucoup plus de calculs, et donc c'est nettement plus cher de faire tourner une IA pour chaque requête de recherche. Donc on voit passer une proportion de 10 fois plus cher, mais ça me semble être un minimum en réalité. Et ça dépend de la taille du modèle qui est derrière. Dans tous les cas, ça change complètement le business model, hein. La pub seule ne peut plus financer la recherche et procurer aussi, évidemment, les confortables marges que fait Google depuis 20 ans. Et donc, bon, Perplexity est gratuit, mais il y a une option payante. Pour Copilot, c'est pareil, hein, même s'il y a plus que la recherche, mais bon, évidemment, comme tu payes pour le chatbot. On commence à parler de recherche payante aussi pour Google, il y a des sources qui sont proches du dossier, qui auraient confirmé au Financial Times que SGE pourrait passer payant à un moment. Et c'est pas étonnant, hein, si on garde en tête les ressources mises en branle là-dessus. Cela dit, on peut aussi légitimement se poser la question de savoir si ça vaut le coup. Sans même parler de la consommation électrique et tout, seulement même d'un point de vue fonctionnel. Avoir un chatbot qui fait tes recherches, perso, dans 90% des cas, j'en ai pas besoin. Et d'ailleurs, même, j'en veux pas. Un autre problème du Ça chatbot... fait écho aux commentaires en avis Apple Podcast qu'on citait tout à l'heure, d'ailleurs, quelque part. Disons que... déjà, un chatbot pour la recherche, c'est plus long. Tout simplement, une recherche classique, c'est instantané. Un chatbot, ça met souvent plusieurs secondes à pondre sa réponse. Et le fait qu'elle soit rédigée, ça apporte pas forcément une valeur ajoutée. Il y a plein de recherches, d'ailleurs, qui sont des recherches de type navigation. On veut aller quelque part. On s'en fout qu'ils répondent avec une phrase, on veut aller sur un site ou sur un morceau de site. Google Standard répond aussi déjà spontanément et instantanément à plein de questions qui sont plus ou moins explicitement posées. Des traductions, des conversions, des calculs, des recherches de type paroles Wikipédia. de chansons. Des paroles de chansons, exactement. Il y a plein de choses. Et tout ça, ça suffit largement pour beaucoup, si ce n'est la grande majorité, des requêtes en réalité. Donc un chatbot, oui, ça peut se révéler utile. Dans certains cas, c'est sûr, tu peux poser une question plus complexe et plus précise, et il t'évite de te fader 3 pages d'encyclopédie ou 20 pages de forum. Là, c'est cool. Mais c'est quand même loin d'être 100% des usages d'un moteur de recherche, tu vois. Et est-ce qu'on voudra payer pour avoir un moteur de recherche qui serait trop sophistiqué pour 90% des usages? Est-ce qu'on a envie de voir la recherche traditionnelle disparaître? Sans doute pas. Pourtant, faire payer un moteur de recherche n'est plus tabou. Et ça, c'est assez rigolo. J'ai appris l'existence d'un truc qui s'appelait Kagi, donc K-A-G-I, qui est un moteur de recherche qui est pas IA, à ma connaissance, hein, pas particulièrement, mais qui est payant. Et exclusivement payant. Ça paraît fou, mais Kagi facture même au nombre de recherches. Au-delà de 100, vous devez payer 5 $, donc par mois. Ça vous donnera jusqu'à 300 recherches, et si vous voulez des recherches limitées, il faudra payer 25 $ par mois. Quand même. Et pour ce prix, évidemment, il n'y a pas de pub, il y a des recherches de qualité, hein, bon alors c'est ce qu'ils disent, sous-entendu pertinentes et non pourries de spam, hein, j'imagine. Et c'est vrai qu'on évoque souvent la qualité décroissante des recherches Google et la difficulté qu'il y a à faire une indexation de qualité, hein, avec la quantité vertigineuse de contenu vide qu'il y a sur Internet. Donc Kagi veut en faire un business model, ni plus ni moins. Donc avec la spamocalypse, hein, que les IA rendent vraiment probable, ils ont un coup à jouer là-dessus. Je sais pas si tu paierais pour un moteur de recherche, toi. C'est pour répondre à tes questions, pour te sauver du spam, je sais pas. Non, mais tellement pas. Je suis vraiment pas prêt à payer pour Après, évidemment, si tu dégrades l'expérience, etc., oui, forcément, de manière forcée, probablement que je serais amené à le faire. Et peut-être d'ailleurs que ça m'amènerait à limiter mes recherches ou que je rationaliserais plus. Il y a plein de recherches que je fais aujourd'hui que je ne ferai plus demain. Mais je me demandais d'ailleurs dans quelle mesure est-ce qu'il serait pas pertinent de proposer en fait l'option de, tu vas sur Google et au même titre que tu peux faire un résultat, j'ai de la chance, hein, je sais plus si c'est encore dispo, mais il y avait cette fonctionnalité-là, tu pourrais dire soit je recherche, soit je demande à une IA. Là aussi, le fait de pas vouloir manquer la hype entre guillemets de l'intelligence artificielle et ses probables avantages futurs amène Google à le rechercher, à le mettre en place de manière un peu automatique et forcée. Bon, peut-être moins que Bing va savoir, mais j'arrive à me demander si c'est pas quelque chose qui devrait être présenté à côté. Ce serait peut-être un petit peu plus judicieux, rationnel, je sais pas, il faut voir.
On continue avec les business models, Guillaume, mais dans un autre registre, avec les voitures électriques. La planète Musk tremble, on peut le dire. Ouais, on peut dire ça. C'est vrai que Tesla va pas fort en ce moment, hein. Les ventes sont en baisse notable, 386 810 voitures vendues ce trimestre contre 422 875, c'est précis, au même moment l'an dernier, quoi. Donc c'est 100 000 voitures de moins d'ailleurs aussi que le trimestre dernier. Et c'est quand même un plus bas, qui s'accompagne de nouvelles pas très encourageantes, puisque la tant espérée Model 2 ne verra pas le jour. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on attend cette Model 2, ça devait être la plus accessible du catalogue. Et ça devait permettre de booster très nettement les ventes, quoi. Parce que bon, la Model 3, c'est un succès, mais à 35 000 $, elle est quand même relativement chère, surtout par rapport à des voitures thermiques. Et la Model 2 devait faire passer le ticket à 25 000, ce qui est beaucoup plus compétitif. Et c'est surtout sur les entrées milieu de gamme que les constructeurs vendent le plus de modèles en général. Et bon, cette Model 2, donc, elle semble annulée, et tout le travail effectué dessus irait dans la conception d'un futur robot-taxi, qui serait dévoilé en août. Une décision étonnante et même assez inquiétante, parce que bon voilà, aux US, la concurrence se renforce, les prix baissent, ça devient dangereux, hein. General Motors est sur la même gamme de prix que Tesla, même un peu moins cher. Bon, en Chine, c'est une boucherie, voilà. Le marché de la voiture électrique, c'est un bain de sang. Il y a 160 constructeurs qui se battent pour des clients qui sont de moins en moins riches et qui massacrent les prix. Ils seront décimés dans les années à venir, hein, c'est certain. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu passer ça, mais Xiaomi s'est lui aussi lancé sur le marché. Oui, j'avais vu effectivement. Ça date un petit peu d'ailleurs. Il y avait eu des premières annonces, mais je crois que ça avance très très vite. Bah écoute, en un temps record, ils ont sorti quand même un modèle de simili Porsche qui est très convaincant, le SU7, la SU7. Le modèle de base il coûte moins de 30 000 balles, et à tel point que Xiaomi perdrait 10 000 balles par véhicule. C'est pour te dire, c'est ridicule, hein, mais ça pourrait lui rassurer des parts de marché, évidemment. Mais bon, c'est pour dire à quel point c'est violent, et en Chine, il y a des constructeurs comme BYD, bon, me demandez pas, BID, qui propose des modèles 3 fois moins chers. Alors peut-être aussi que Tesla a estimé qu'il pouvait pas s'aligner du coup, et que bon voilà, je sais pas. La Chine, c'est un gros marché pour Tesla, hein, et là on voit mal comment il pourrait rester compétitif, surtout sans modèle 2, pour le coup. Et puis bon, de toute façon, vas-y. Il y a un fond d'infos quand même sur lequel on doit revenir là-dessus, parce que c'est donc Reuters qui avait relayé ça. C'est c'est un relais, enfin c'est une rumeur, il n'y a pas eu d'annonce officielle. Et même Elon Musk a entre-temps démenti, et même d'ailleurs, je crois, le designer côté Tesla ont démenti. Bon, de là à dire qu'elle est maintenue, c'est peut-être beaucoup dire, mais il n'y a probablement pas de fumée sans un petit peu de début de feu. Et évidemment, c'est facile pour Elon Musk de dire à ce stade, Reuters ment, entre parenthèses encore, hein, Reuters is lying, entre parenthèses again. Mais bon, évidemment, il y a peut-être un entre-deux dans la réalité entre c'est annulé et puis ça va être annoncé incessamment sous peu. Mais du coup, alors attends, parce qu'il a annoncé le robotaxi, ça il a confirmé. Alors par contre, ça effectivement, ça a été annoncé comme étant prochainement présenté. D'accord, donc il y a quelque chose d'assez confus. Il y a une assimilation entre les deux. Le robotaxi, il existe. Il est censé être basé sur les plans de la Model 2, mais on ne sait pas si la Model 2 est annulée ou pas, et on ne sait toujours pas quand est-ce qu'elle sortira de toute façon, quoi. Peut-être qu'elle sortira jamais, peut-être qu'elle va être annoncée demain, on ne sait pas. Bon, ça va être compliqué quand même en Chine de toute façon. Bon, après, voilà, c'est sûr. Ok. D'accord. Bon, en tous les cas, Tesla est dans une mauvaise passe de toute façon, ça malheureusement ça change pas. Un robotaxi d'ailleurs, bon, pourquoi faire un robotaxi, hein, pour essayer de mettre en valeur les nouvelles versions du full self-driving peut-être. Mais bon, Waymo est sur le robotaxi depuis 10 ans, il fait pas un rond avec, et donc on voit mal comment ça pourrait améliorer la situation financière de Tesla à court terme, quoi, hein, ou à moyen terme. Et bon, comme ça se passe pas bien, Elon se retrouve aussi sous le feu des critiques, évidemment. Disons qu'il y en a de plus en plus, voilà, et on peut noter un début de schisme même dans la fanbase. Donc Elon contribue d'ailleurs potentiellement aux baisses de vente, alors il est controversé, et il incarne ses marques, hein. Et du coup, elles le deviennent aussi par ricochet, donc on peut étayer ces hypothèses, hein, quand même, si on regarde cette étude qui a été relayée par Reuters, bon, qui peut-être ment, je ne sais pas, qui montre que la popularité de Tesla est quand même bien entamée. Le nombre de gens qui achèteraient Tesla est passé à 31%, alors qu'elle était à plus de 70% à son plus haut. Dans l'intervalle, la cote de popularité des autres marques, elle n'a pas trop bougé. Et en parallèle, une autre étude montre aussi une érosion de la cote d'Elon Musk. Donc 42% lui sont hostiles, contre 34%, avant qu'il reprenne Twitter. Donc on peut relier les deux quand on note aussi que Caliber a mesuré que 83% des Américains associent automatiquement Tesla à Elon Musk. Donc Musk apparemment aide pas Tesla, hein, d'aucune manière. Alors, voilà, d'ailleurs, d'aucune manière. Pourquoi est-ce qu'il a fait le forcing sur le Cybertruck, un machin moche, très cher, très niche, plutôt qu'une voiture entrée de gamme qui aurait fait exploser les ventes? Bon, je sais pas. Pourquoi avoir repris Twitter, creuser sa propre dette et passer beaucoup trop de temps à raconter de la merde dessus?
Pourquoi aller toujours plus loin dans la controverse au risque d'éclabousser ses marques? Voilà, on a compté qu'il a cité Disney plus souvent que Tesla dans ses tweets l'an dernier. Bon, l'image de Musk a un impact. C'est difficile à quantifier, c'est vrai. Et son comportement aussi a un impact, c'est sûr, et d'ailleurs il le sait. Dans le procès qu'il oppose à un gars qu'il avait impliqué dans une bagarre en ligne entre deux groupes d'extrême droite, bon, une vieille histoire qu'on avait évoquée déjà d'ailleurs, les discussions en tout cas entre lui et le plaignant et ses avocats ont été rendues publiques par le Huffington Post. Et je cite, il dit « J'ai peut-être fait plus pour nuire financièrement à l'entreprise que pour l'aider ». Il parle de X. Mais il est certain que je ne guide pas mes articles, enfin mes publications en fonction de ce qui est financièrement avantageux, mais en fonction de ce que je crois intéressant, important ou divertissant pour le public. Bon. Je le crois sincère là-dessus. Mais je pense qu'il est tout à fait sincère. Hein. Mais bon, si tu veux, il est quand même conscient d'un souci, quoi. C'est-à-dire qu'il a nuit financièrement à X. Mais ça l'empêche pas de continuer. En ce moment même, il est en plein fight avec le Brésil. Il refuse de couper les comptes que la justice brésilienne lui ordonne de virer. Et c'est en train de partir en sucette. Pas en voiture. Hein. Il envisage même que X pourrait quitter le pays et voilà, ne plus avoir de revenus voilà, qui viennent de ce pays-là, alors que ça fait encore du pognon en moins, quoi. Bon, je vais pas faire de commentaires politiques sur cette affaire, ni sur les positions de Musk, qui sont de toute façon par ailleurs tout à fait claires, ni même sur la question évidente qui est mais pour qui tu te prends, mec, en fait? Mais juste financièrement, en particulier dans la position de X, c'est quand même absurde. Et bon, sans surprise, au milieu de tout ce bordel, l'action de Tesla souffre. Elle a annulé les gains qu'elle a fait en 2023, hein, elle est à 164 $ contre 290 en juillet dernier, et les investisseurs sont pas très contents, bien sûr. Donc il y a des voix qui s'élèvent pour exhorter donc Musk à se concentrer et puis à peut-être fermer sa bouche. C'est sous-entendu, je pense. Hein. Mais voilà, c'est le cas de Henning Schulz, un investisseur qui pour le moment est dans le rouge avec ses avoirs Tesla, quoi. Il y a le rédacteur en chef d'Electrek, qui est un fan de la première heure important, qui est assez déçu d'Elon Musk, hein, et qui, d'ailleurs, c'est le vol, c'est l'animosité de ses ex-camarades du Muskverse. Bon, d'autres lui reprochent de changer sans cesse d'objectif, de passer très vite sur des promesses non tenues, voilà, manipulation du Doge et tout ça. Bon. C'est vrai que Musk avait un master plan, hein, souvenez-vous, un master plan pour décarboner les transports et sauver la planète. Pourtant, à l'entendre, on dirait que le futur de Tesla, c'est plutôt l'IA et les robots maintenant, tu vois. Bon, voilà, c'est un petit peu dommage. En tout cas, Tesla aurait besoin d'un CEO plus impliqué et voilà et compétent, qui que ça soit, hein, parce que c'est vrai que c'est une période pas facile. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que SpaceX, parmi les différentes entreprises qui sont dirigées par Musk, ne fait pas l'objet de mêmes critiques? Est-ce que c'est lié à l'environnement de l'espace qui est extrêmement régulé et réglementé et qu'on ne peut pas faire des choses sur un coup de tête quand on exploite l'espace que quand on le fait sur le bitume ou sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vois d'autres explications? SpaceX, il a un énorme succès. Enfin, je veux dire, financièrement, ça va bien. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas de concurrence réelle. Tu vois, quels sont les concurrents de Falcon 9? Il n'y en a pas. Bah oui, justement. Je veux dire, 90% du tonnage qui a été envoyé dans l'espace l'an dernier a été fait par SpaceX. Ça a été envoyé par SpaceX. C'est énorme. Hein. Donc, en gros, qu'est-ce que tu veux dire? Ça marche, c'est super. Mais justement, qu'est-ce qui fait que, selon toi, des entreprises dirigées par Musk, seul SpaceX semble échapper quelque part à des décisions erratiques d'Elon Musk? Est-ce que, encore une fois, c'est l'espace qui régule les choses? Je sais pas, il fait moi, c'est comme ça que je l'interprète sur SpaceX. Qu'est-ce que je te dise? On va pas reparler de X parce que c'est pas voilà les décisions qu'il a prises avec X. Bon voilà, on parle déjà beaucoup trop. Avec Tesla, bon bah pareil, Cybertruck, Cybertruck quoi. Perso, je comprends pas, mais bon. Voilà. SpaceX pour le coup, il a pas fait trop de conneries. Voilà, il veut faire le spaceship. Bon, ok, il parle d'aller sur Mars, tout ça, qu'on le prenne au sérieux ou pas. Bon, en tout cas, le spaceship, il avance, et quand il sera opérationnel, ça sera une révolution du fret spatial, qu'est-ce que je te dise? Donc, s'il y arrive, c'est tout bénef. Et il y est arrivé avec Falcon 9, hein, donc il pourrait très bien y arriver avec Starship aussi. Si c'est le cas, tant mieux, tu vois, en tout cas, ça marche bien, pour l'instant. Ouais, moi, je mets un billet sur le fait que l'espace, il y a moins de place à ce qu'un dirigeant d'une entreprise puisse appliquer ses caprices quelque part. Ou peut-être aussi, et ça je le sais moins, peut-être qu'il laisse plus la place à des personnes pour diriger SpaceX et il est moins dans des décisions comme ça qui impactent le lendemain à court terme. Je sais pas, on verra. On continue avec les trucs qui roulent, Guillaume, mais alors c'est pas tout à fait des robots taxis, quoique. C'est Uber qui livre ta bouffe là en voiture, là, ça va arriver au pied de ta portière. Ah, j'ai entendu ta sonnette. Faut que tu ailles récupérer à manger, Guillaume. Oui, parce que non, justement parce qu'elle sonne pas, parce qu'elle a pas de bras. Parce que, en fait, pardon. Oui, c'est vrai. En plus, faut on sortir. parle d'un machin autonome qui roule effectivement. Ah, c'est Metz. Waymo et Uber vont faire une collab pour faire de la livraison de bouffe autonome sur Phoenix, dans la ville de Phoenix. Et donc vous allez commander votre cheesecake et votre matcha latte sur Uber Eats, je sais pas quoi. Bon, sans doute pas Uber Eats, mais bon, bref, voilà, je sais pas.
et vous allez voir arriver une voiture robot de 2 tonnes, avec votre commande de 500 grammes dans le coffre. Et voilà, au lieu qu'un gars se crame du gasoil sur son scooter parce que vous avez la flemme de bouger vos jambes jusqu'au Starbucks le plus proche, il va falloir aller chercher dans le coffre d'une berline votre dose quotidienne de mauvais cholestérol. Alors tout ça, ça peut être suivi en temps réel sur votre téléphone, hein. Et bon, je sais pas, c'est peut-être une expérimentation temporaire, j'espère, que ça va pas durer trop longtemps, parce qu'il y a d'autres solutions qui existent. Je veux dire, tu vois, peut-être pour que d'amener une voiture de 2 tonnes avec, je sais pas, un tout petit truc je sais pas, je trouve ça bizarre. Alors qu'en plus, il faut voir qu'il y a des solutions qui pourraient être beaucoup plus efficaces. Par exemple, le scooter autonome. Je sais, ça sonne comme une blague, un scooter autonome, mais en fait, même pas. Ça existe. Le scooter, enfin, en tout cas, ça va exister, et c'est Ola Electrics, qui est un constructeur de 2 roues électriques indien, qui assure que c'est pas un poisson d'avril. Donc il a fait le Solo. Le Solo, c'est le premier scooter robot autonome, hein, à ma connaissance, qui est équipé de Quickie AI, une IA embarquée qui tourne sur une puce maison d'ailleurs, et qui connaît et analyse tout le trafic de la ville en temps réel, et pour finir, il parle, et il est équipé de Koutrim AI, qui parle 22 langues. Je sais, au plus j'en parle, au plus ça ressemble à une blague, mais il semblerait que non. Donc le Solo peut venir tout seul vous prendre, voilà, il peut t'emmener quelque part où tu veux, et puis il peut, ensuite il te dépose, puis après il va à un chargeur, quand il a un coup de mou, il va à un chargeur, au chargeur le plus proche tout seul. On n'a pas de date de sortie précise, mais donc, apparemment, quoi qu'il en soit, hein, le livreur Uber Eats aussi, c'est un boulot en danger dans les années qui viennent, apparemment. Ah, dis donc, si même ça c'est en danger, on est mal barré, hein. Ils vont vraiment tout ramasser. Est-ce que ça veut dire demain, Guillaume, que tout emploi va être bouleversé par la robotique? En tout cas, c'est peut-être le pari que pourrait être en train de faire Apple, qui après avoir mis de côté son projet Titan, hein, de véhicules a priori électriques et a priori autonomes, chercherait un nouveau relais, un nouvel objectif. Guillaume, bientôt les robots chez nous? Je sais pas, en tous les cas, bon, voilà, c'est justement le sujet, quoi. Alors c'est vrai qu'Apple a abandonné son projet de voiture électrique, et qui était d'ailleurs une voiture autonome à l'origine. Le projet Titan, donc c'est fini, et du coup, on vire les gens au passage qui étaient impliqués là-dedans. Apple, 750 personnes. après, là, Apple était plutôt épargné par les vagues de licenciements. Bon, là, c'est fini, il y a 750 personnes qui sont dehors, hein. Ça concerne principalement les gens qui travaillaient sur le Titan, mais aussi sur les écrans micro-LED pour les Apple Watch, qui finalement ne seront pas faits par Apple. Voilà, il renonce à les faire lui-même. Et donc, si les voitures, c'est mort, et si la réalité augmentée mixte, c'est encore balbutiant quand même, hein, c'est pas du tout gagné, qu'est-ce que va pouvoir faire Apple qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de ses grosses économies, quoi? Comment il va s'occuper? C'est quoi son prochain hobby? Et c'est vrai que c'est déjà un géant des ordinateurs, des smartphones, hein. Qu'est-ce que ce sera son prochain marché, son relais de croissance pour le futur? En fait, il en sait rien, et donc ça pourrait être la robotique domestique. Alors, mais franchement, il paraît qu'il y a une équipe qui sera en train de réfléchir à cette hypothèse, à produire des prototypes. Il y aura un robot qui suit des gens dans une maison, une tablette motorisée qui peut s'orienter toute seule. Bon, voilà. C'est des recherches très 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 préliminaires, tout ça c'est très exploratoire, on est loin de produits ou de même de projets de produits. On verra bien ce que ça donne, hein. Il y a les autres exemples de robots domestiques de Samsung, de Amazon, voilà, les compagnies. Bon, soit ils ont jamais été très convaincants, soit ils sont jamais sortis du tout, hein. Le robot de Samsung, il le sort du placard à chaque fois qu'il y a un MWC, jamais on le voit en vente, je sais pas ce qu'ils foutent avec. Bon, perso, j'aurais été ravi d'avoir un Aibo de chez Sony il y a une quinzaine d'années, mais bon, voilà, c'est pas très sérieux, quoi, tout ça, tu vois. Et pour l'instant, on n'a aucun écho de robots qui soient humanoïdes ou de robots industriels ou quoi que ce soit, hein. Pour l'instant, c'est vraiment... j'accorderai pas un énorme crédit à ce truc-là, pour l'instant. Si je donne crédit futuriste illimité, moi, c'est un truc sur lequel j'aurais tendance à miser beaucoup plus que plein d'autres sujets, en fait. Évidemment, je pense pas que chaque foyer serait équipé demain d'un robot humanoïde, mais je crois vraiment que ça pourrait consister à un vrai changement. Mais bon, vous savez, hein, je suis visionnaire. À l'époque, on avait créé Tablette Café parce que j'étais persuadé que la tablette allait remplacer le PC. Vous voyez que je suis extrêmement visionnaire et que j'ai des prévisions du futur de la tech extrêmement pertinentes. Écoute, moi j'aurais bien créé Mini Disc Café, hein, dans les années 90. Tu aurais cru à Dreamcast ouais, Café. PSP Café, forcément. Dreamcast Café. Ça donne des idées. Ok, on va conclure parce qu'on parle d'Apple, Guillaume. On va donc aussi parler un petit peu de Jon Stewart. Oui, parce qu'on avait parlé de la divergence créative, on va dire, entre Jon Stewart et Apple, hein, qui a amené à l'annulation du show Le Problème avec Jon Stewart sur Apple TV+. Et bon, Jon Stewart anime toujours un talk show, le Daily Show, qui a évoqué à nouveau ce problème. Donc voilà, non seulement apparemment Apple voulait pas qu'il parle d'IA ni de la Chine, mais il voulait pas non plus qu'il parle à Lina Khan, qui est donc quand même la présidente de la FCC, hein, et qui est plutôt la FTC, qui est plutôt sévère avec la tech, hein, et ses monopoles, surtout Amazon, mais bon, pas seulement. Et donc, il avait marre d'être bridé, Jon Stewart, il s'est fait donc un daily show avec Lina Khan, et il y avait même un segment sur l'IA, donc il a tout mis tout ce qu'il avait pas le droit de faire dans le même truc.
Donc un segment de 15 minutes, assez rigolo finalement, où il s'attarde sur un truc débile aussi, bon, un imprimé de pare-choc de pick-up, qui a été fait par IA probable, et qui fait croire que Joe Biden est ligoté dans un coffre. Enfin bon, les mecs ont beaucoup de, beaucoup de trucs. Mais bon, en tout cas, il y a aussi un tacle au patron de la tech, quand même, qui vante les mérites fabuleux de l'IA, et tout ce qu'elle va apporter de génial. Donc tu vois Sundar Pichai, Sam Altman, Mark Andreessen, Mira Murati, voilà, qui sont, voilà, ça va sauver le monde, guérir le cancer, en gros, tout ça. Et après, il passe des extraits de patrons, d'autres patrons, donc le patron d'IBM, par exemple, qui dit explicitement qu'on peut avoir la même productivité avec moins de gens. Le patron d'Airbnb, qui adore qu'on ait plus de productivité sans devoir payer la taxe, je cite, pour avoir plus d'employés. Il y a Mustafa Suleyman qui parle de Labor Replacing Tools, des outils de remplacement du travail. Puis une interview de Fox News du PDG de Ducan, donc qui est une boîte de commerce électronique, qui a viré 90% des gens parce que IA. Et son témoignage est magnifique, il dit, on lui demande, mais attends, c'est pas un petit peu brutal quand même? Et il dit, ouais, c'est un peu brutal, mais si vous pensez comme un humain, c'est un joli segment. Et ensuite, on parle de changement de paradigme, voilà, on va avoir besoin de prompt engineers pour se servir des IA, tout ça. Mais c'est pas si évident que ça en réalité d'ailleurs. Mais bon, ça se conclut par un parallèle avec les anciens présidents de tous les âges, Clinton, Obama, Bush, qui parlent de réentraîner les salariés, de former des gens, etc. Bon, des promesses de libérer du temps où le travail serait choisi et non plus subi, tu vois. Bon, tout ça, ça convainc pas trop Jon Stewart, on sent. Et on comprend un petit peu mieux pourquoi Apple voulait pas trop lui lâcher la bride, parce qu'il a pas l'air totalement, tu vois, vendu à toute cette hype. Ouais, il a peut-être lui Apple, qui est une marque qui contrôle beaucoup des éléments de sa communication, n'aurait sans doute pas aimé cette ouverture à ce point. On change de rubrique, Guillaume, avec le problème lié, alors peut-être pas pour l'instant à la robotique, peut-être que ce sera le cas demain, mais lié quand même à l'impact des ressources humaines dans le quotidien. Ouais, Jon Stewart caricature-t-il la réalité, tu vois? À quel point Bonne ça va question. impacter le... Bon, d'ailleurs, si je le savais de manière certaine, je serais sans doute cadre dans une boîte de consulting et je serais en train de siffler des flûtes de champagne à l'Elysée probablement en ce moment. Mais bon. Oh, est-ce que toutes les personnes qui sont cadres dans des boîtes de consulting et qui sifflent des bouteilles de champagne à l'Elysée connaissent vraiment l'avenir? Certainement pas. Mais, mais c'est vrai que finalement... Mais bon, il y a des études, voilà, il y a des chiffres qui sortent de temps en temps, qui ébauchent des débuts de réponses, même si c'est très tôt pour avoir les idées claires, évidemment. Et du coup, il y a Adecco, donc la grosse boîte d'intérim, qui a fait une étude et un rapport sur 2000 boîtes dans le monde entier, et note que 41% des cadres supérieurs et des managers s'attendent à avoir moins de personnel dans un avenir proche à cause de l'IA. Presque tous les cadres disent que presque tous les boulots seront impactés d'une manière ou d'une autre, je cite. Mais même s'ils disent ça, ils avouent aussi que l'adoption de la tech n'est pas aussi rapide et que même on peut progresser dans ce sens. Tu vois. 46% disent qu'ils pourraient redéployer leurs employés, 2 tiers voudraient recruter des gens qualifiés, mais il n'y a qu'un tiers de gens qui envisagent de former des gens en interne. Donc bon, pour l'instant, c'est pas encore. Bon, on s'attend à ce que ça vienne, mais bon, c'est pas encore. On va faire peut-être peu écho aux commentaires d'ailleurs. Et de toute façon, quand ça viendra, ouais, on va peut-être pas reformer tout le monde, tu vois, donc c'est pas trop. L'IA est vue dans le rapport d'Adecco quand même comme un grand disrupteur, en tous les cas, et ses perspectives sont moins optimistes que celui du rapport du Forum économique mondial dont on a parlé l'an dernier, je me semble bien, et qui disait que l'IA aurait un effet net positif, quoi, globalement. Donc ça montre bien qu'on a du mal à avoir une idée claire de tout ça, c'est normal, c'est encore très nouveau. Toutes les semaines, on a de nouvelles études sur des usages possibles des IA. Cette semaine, on a un article d'une école de business à Berlin qui affirme que les chatbots ont d'ores et déjà un potentiel pour le management. Donc en fait, elles seraient pratiques pour faire du micromanagement, comme pour organiser les équipes, motiver les individus, diviser le travail. Pour la stratégie d'ensemble, par contre, voilà, ça reste du ressort des humains. Peut-être une consolation modérée pour les managers qui voient aussi leur volume d'horaire réduit et donc potentiellement leur nombre. Le problème est réel, mais il est très compliqué, et voilà, comme en témoigne quand même la création d'un consortium par IBM, qui regroupe tous les géants de la tech pratiquement, pour étudier l'impact de l'IA sur leur propre masse salariale et quoi faire. Alors il faut savoir qu'IBM a déjà annoncé pouvoir se passer de 30% de ses effectifs à brève échéance. Mais le consortium comprend, outre donc IBM, on comprend pourquoi il est autant impliqué dedans, c'est un consortium qui comprend aussi Google, Microsoft, Cisco, Intel, etc. Et qui va accueillir des avis extérieurs, donc des associations comme l'American Federation of Labor, Digital Europe, donc qui est c'est pareil, une association de grosses boîtes, mais basée en Europe. Le groupe va s'intéresser à 56 types d'emplois qui seront les plus probablement éliminés en premier. Donc ceux qui vont y avoir droit en premier, quoi. D'après IBM, ça représente quand même 80% des 45 principaux emplois dans le secteur tech. Donc c'est une bricole, vraiment.
Le consortium va ensuite faire des recommandations pour former, aider à se recycler et aussi se mettre en lien avec le monde de l'éducation pour changer les formations, orienter vers les postes, orienter les gens vers des postes où l'IA n'est pas bonne, quoi, ou pas capable de faire quoi que ce soit. Donc c'est une initiative qui est donc privée, avec des groupes et des associations privées. Le gouvernement américain est très content, pour le coup, qui se débrouille tout seul. Voilà, Gina Raimondo, qui est secrétaire du commerce, les remercie de se charger de cette tâche qui est franchement saoulante. Nous, on savait pas quoi foutre, alors c'est super que vous vous en occupiez, parce que nous, il comprend rien. Donc on parle de se reformer, de transitionner jusqu'à 95 millions de travailleurs du secteur tech dans les 10 ans à venir. Donc c'est quand même sérieux, quoi. Et les transitionner vers quel type de poste? Je sais pas, prompt engineers? Ah. C'est pas clair. C'est préoccupant quand même. Après, on ne peut pas lire l'avenir. L'IA va pas non plus apporter que des horreurs. Si on en croit CNBC, la plupart des futurologues sont plutôt optimistes pour l'avenir. En particulier, ils sont pas du tout catastrophistes, quoi. D'ailleurs, les super IA qui vont nous dominer, les robots qui vont nous exterminer, ils y croient pas une seconde. On est câblé pour envisager le pire par défaut. C'est plus sûr, c'est ce que disent les 21 futurologues consultés par Tata Consultancy Service. Après tout, c'est souvent moins dangereux d'être super pessimiste que super optimiste. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis toujours super pessimiste. Évidemment. Enfin, tu l'admets. Mais oui, voilà, des tas de gens voient un avenir apocalyptique, mais bon, l'explosion du machine learning et de l'intelligence artificielle, ça peut être aussi considéré comme une nouvelle révolution industrielle et ça apportera énormément de nouveautés et ça pourrait aider à résoudre énormément de problèmes et dans tous les domaines. Donc bien gérer l'IA peut avoir beaucoup plus de conséquences positives que négatives, même dans le monde du travail d'ailleurs. La disparition de certaines tâches, comme l'excès de paperasse, va manquer à personne. Le temps libéré permettra une explosion de créativité et d'innovation. Voilà, c'est en substance ce que dit cette étude. Et donc, les discussions sur les Terminators seraient finalement assez stériles, puisque l'IA a une révolution, un changement majeur, c'est vrai, qui pose tout un tas de challenges complexes, mais qui a aussi un potentiel énorme, un potentiel positif immense, qu'on a tendance à trop vite occulter. Voilà. J'espère que je vous ai rassuré. Moi, je suis parfaitement rassuré, Guillaume. Voilà, j'espère que en tout cas, c'est l'avis l'avis d'une majorité de futurologues consultés par Tata. Donc voilà, si ce que vous dit votre tata, la Tata elle est gentille, voilà. Donc écoutez votre Tata. Écoute, je vais m'y atteler tout de suite. En attendant, quand même, en matière d'intelligence artificielle, peut-être c'est les artistes qui commencent à être un peu inquiets pour leur futur. Toujours dans le même thème, on peut mentionner la lettre ouverte de 200 musiciens à propos de l'IA, qui pourrait vite devenir pour eux une menace existentielle, c'est ce qu'ils disent. Parmi les signataires, on retrouve plein de noms connus de toutes les époques, de Billie Eilish à Nicki Minaj, en passant par Imagine Dragons ou REM. Et bien sûr, énormément de noms dont j'ai jamais entendu parler de ma vie parce que je suis une vieille personne. On peut y lire « Lorsqu'elle est utilisée de manière irresponsable, l'IA fait peser d'énormes menaces sur nos capacités à protéger notre vie privée, nos identités, notre musique et nos moyens de subsistance. » Bon, voilà, il y a des grosses compagnies qui sont pas nommées parce qu'il n'y a pas besoin, et qui entraînent des IA aussi sur des datasets qui sont pleins de contenu copyrighté, sans permission. Et donc, c'est des artistes qui font partie de l'ARA, donc pas le perroquet, l'Artist Right Alliance, qui est une association de défense des droits des travailleurs de la musique. C'est chanteurs, compositeurs, interprètes, tout ce que vous voulez. Et ils disent qu'il faut mettre un terme à cette atteinte à la créativité humaine, tout en rassurant qu'ils ne sont pas non plus contre une utilisation éthique des outils IA. Bon. Alors ça nous amène à quoi? Pas à grand-chose, puisque ça confirme les craintes que beaucoup d'artistes ont vis-à-vis des IA, au sens large, et des pratiques aussi des grosses boîtes. Ça reste quand même très symbolique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les fans de ces artistes, ils vont peut-être... ils peuvent être nombreux quand même, peut-être boycotter la production synthétique, ok. Mais bon, c'est vrai que ça reste assez vague, et puis je sais pas trop ce que ça rajoutera de toute façon aux divers procès et discussions et campagnes aussi en ligne qu'on a déjà sur l'éthique des outils génératifs. Et d'ailleurs, moi ce que je me demande, c'est où est Taylor Swift? Parce qu'on a Taylor Diaz dans la liste, mais on n'a pas Taylor Swift. Elle est où la déesse de la pop? Alors, on va la chercher. Peut-être qu'on va te retrouver en train de la chercher, Guillaume. En attendant, quelques infos aussi du côté de Stability, avec Stable Audio qui évolue. Je crois une situation financière un peu compliquée là-bas, non? Oui. Et puis d'ailleurs, honnêtement, les artistes ont peur, mais c'est parce qu'ils n'ont pas entendu Stable Audio, parce que il fait pas trop peur, Stable Audio, non plus. Stable Audio, il passe en version 2.0, et à la clé, il donne des musiques qui sont plus longues, sinon meilleures. On passe grosso modo de 30 secondes à 3 minutes, et on passe à 44 kHz, donc la qualité CD, globalement. Mais bon, la qualité globale elle dépend quand même pas mal des générations. Alors c'est vrai qu'autant la démo cinématique Synthwave, elle est quand même pas trop mal, c'est sympa. Autant c'est quand même pas toujours incroyable, ça crée des morceaux instrumentaux. Et bon, si vous êtes spécialisé dans la musique d'ascenseur, c'est potentiellement un danger pour votre boulot, mais sinon... je suis peut-être un poil sévère, mais en réalité, je pense que pour des musiques de fond, de jeux vidéo, des choses comme ça, c'est jouable. Des musiques d'ambiance, mais bon, ça génère rien de mémorable en réalité.
C'est toujours un Diffusion Transformer, hein, techniquement, donc qui est à la manœuvre. Donc c'est le même principe que de base que Stable Diffusion 3, mais pour l'audio. Donc au lieu de faire ça en 2D, il faut ça en 1D, quoi, si vous voulez. Donc c'est possible de faire du transfert de style, donc vous fredonnez une ligne de basse, par exemple, et ça deviendra une vraie ligne de basse, c'est-à-dire voilà, avec une vraie basse ou avec une percussion. Ou... Après, voilà, ça peut être réimaginé comme vous le souhaitez. Dum, 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 dum. Exactement, bah, tu pourras essayer, c'est rigolo. Stability a mis en place une radio, d'ailleurs, sur YouTube, qui diffuse de la musique 24 heures sur 24, de musique toujours différente. Je l'ai écouté, peut-être 10 minutes, et encore une fois, rien de mémorable. C'est acceptable en ambiance ça remplace sonore. pas Lo-Fi Girl tout de suite, quoi. Le truc, c'est que c'est une ambiance sonore qui peut être plus ou moins agréable, mais je serais incapable de te fredonner le moindre des airs que j'ai entendu. C'est complètement... voilà, c'est du... Bon. Stable Audio 2 reste quand même un cran d'ailleurs en dessous de Suno AI, hein, pour le coup, qui lui-même n'est pas non plus... Enfin, pas encore un danger mortel pour les artistes humains, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que ça évolue. Incontestablement, en l'état, il y a déjà des usages, même si c'est que du fond sonore. Après, bon, voilà, c'est sûr que ça va pas tuer la musique pour le moment, faut pas exagérer. Stable Audio 2 est testable gratuitement sur le site de Stability, il faut s'identifier, c'est tout, mais voilà, par contre, il n'y a pas de trace de pot ouvert, vous pouvez pas le télécharger. Donc je sais pas si Stability compte rentabiliser ça ou pas, et comment. D'ailleurs, parce que même la radio, ça leur coûte un petit peu d'argent quand même, et on peut pas dire que Stability soit blindé en ce moment. Elle est même complètement fauchée en fait. Hein. En octobre dernier, il restait que 4 millions sur son compte caisse d'épargne. Alors moi aussi, hein, sur mon compte caisse d'épargne, s'il y avait 4 millions, je serais super content. Mais étant donné que la boîte a un train de vie qui est un petit peu supérieur au mien, ça fait pas le même effet, quoi. Vu qu'elle claque 150 millions par an, dont un tiers en salaire et en frais de fonctionnement, et le reste en frais de location de serveur, Stability, il avait 99 millions de factures auprès de Google Cloud, AWS et CoreWeave, si tu veux, cette année-là. Tout ça pour 11 millions de recettes. Et résultat, en 2023, elle n'a même pas pu régler toutes ses factures. Elle avait encore plusieurs millions de dettes auprès de ses prestataires. Et Matt Mostake, il n'a jamais réussi à trouver un vrai business plan. Tant il y a eu des demandes pour des modèles spécifiques venant de Canva, du gouvernement singapourien et même d'autres boîtes. Mais bon, Intel a sauvé un petit peu les meubles avec 50 millions promis l'an dernier, mais il en a versé que 20, pour le moment. Hein. Il devait y avoir une autre levée de fonds auprès de Nvidia, Google et Intel, mais ça s'est pas fait, on ne sait pas exactement pourquoi pour le moment. Tout ça, en plus de la fuite des cerveaux dont on a parlé la dernière fois, voilà, c'est très dur pour cette ex-licorne hein, qui doit se chercher un repreneur probablement d'ailleurs en ce moment. Et sa valeur doit être très très en dessous du milliard là, je pense. Hein. Est-ce que ça n'a jamais été sa vraie valeur, je ne sais pas, mais... Alors c'est dur pour Stability, hein, c'est un peu triste aussi, hein, c'est une boîte qui est très impliquée dans l'open source après tout. Mais bon, c'est loin d'être la seule boîte IA comme ça qui est surévaluée et qui risque une correction dans les années à venir. Donc déjà, on avait parlé de Mustafa Suleyman, hein, souvenez-vous, le PDG d'Inflection qui est passé chez Microsoft. Alors, Inflection existe toujours, hein, mais bon, presque tout le monde a été repris par Microsoft, en l'état c'est presque une acquisition déguisée. Et on n'a pas d'infos sur les finances de la boîte, mais on peut quand même se demander si Mustafa, qui était chez Google avant, aurait vraiment vendu, entre guillemets, si les perspectives étaient si brillantes que ça. Donc on peut se dire, peut-être ça allait pas si fort, et de la même manière, on peut se poser la question pour Cohere, qui a encore fait une levée de fonds, et qui est aujourd'hui estimée à 5 milliards de dollars. Cohere, c'est une boîte IA qui est toute neuve, hein, et qui a fait 13 millions de chiffre d'affaires en 2023. Donc ça veut dire qu'elle vaudrait 384 fois son chiffre d'affaires. Un petit peu optimiste quand même, hein. Bon, j'ai aucune idée des finances d'Anthropic d'ailleurs, parce que bon, on parle beaucoup d'Anthropic qui fait des super modèles et tout, qui est concurrent direct d'OpenAI. Amazon a injecté 4 milliards de dollars dans la boîte, mais je sais pas à quel point Anthropic gagne suffisamment de blé pour se maintenir à flot. Je sais pas à quel point Amazon ne va pas racheter, entre guillemets, Anthropic comme finalement Microsoft a racheté, entre guillemets, Inflection aujourd'hui. Bon. Donc il risque d'y avoir effectivement des corrections quand même. Hein. Cohere, peut-être qui intervient aussi quand on a des conjonctivites. Voilà, ça c'est offert. Un nouveau modèle du MIT, Guillaume. Alors, en fait, puisqu'on parle de Cohere, on peut aussi quand même mentionner d'abord les LLM de la semaine. Et effectivement, Cohere a sorti... Tu te rends compte, on en est les LLM de la semaine. Oui, mais c'est fou. C'est ça pour ça que tu dis, c'est fou. Et là, pour le coup, c'est quand même assez marquant, puisque Cohere, ils ont publié les modèles... Enfin, c'est eux qui publient les modèles Commander, Command R, donc Commander, qui sont spécialisés aussi dans la recherche de documents, la génération augmentée par recherche de données externes et pour l'usage d'outils, en plus d'être des LLM standards. Hein. Et Commander, il était déjà très efficace. Le petit Commander, qui était à 34 milliards de paramètres, il était très efficace, qui marchait d'ailleurs sur des machines assez modestes. Mais Commander a désormais un grand frère qui s'appelle Commander Plus, qui est 3 fois plus gros, et qui est utilisable par des pros, hein, pour tout type de tâches, et il est ouvert, téléchargeable, il est très gros, 104 milliards de paramètres, donc il faut un matos vraiment costaud. Mais il est disponible aussi via Azure Cloud.
Donc clairement, Cohere a un gros accord avec Microsoft. Et en fait, le truc, c'est qu'il est au niveau de GPT-4 pour un prix bien inférieur quand tu fais voilà, de la RAG ou quand tu fais de l'appel d'outils, etc. Et il est très multilingue, et c'est un beau modèle, et c'est aussi un modèle open source, et c'est le premier qui se hisse au-dessus de certaines versions de GPT-4 dans l'M6. Donc ça veut dire que Commander Plus est à l'heure actuelle un modèle open source qui est supérieur à GPT-4 ou qui est à peu près au même niveau que GPT-4, ce qui est quand même une très belle... Enfin voilà, c'est quand même... c'est pas tous les jours, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. Et bon, à l'autre bout du spectre, hein, si effectivement tu parlais de ce modèle du MIT, c'est vraiment l'autre bout du spectre. C'est-à-dire que Commander Plus, il est très gros, il est très puissant, mais il est très gros. Et donc il y a IBM, le MIT, Princeton et Lepton AI qui, au contraire, ont fait dans l'ultra léger, qui ont fait un modèle qui s'appelle Jet. Et c'est un modèle qui fait 8 milliards de paramètres, donc vous voyez, 104 milliards, 8 milliards, c'est vraiment un tout petit modèle. Et en plus, il n'utilise que 2,2 à la fois. Et ce truc-là, ça veut dire que c'est un machin qui s'exécute sur un téléphone mobile, carrément. C'est vraiment extrêmement léger. Et c'est un mélange d'experts, d'où son nom complet qui s'appelle Jet MOE. Et il possède une certaine quantité de connaissances qui est divisée en plusieurs experts, hein, c'est ça le mélange d'experts, et qui donc il sélectionne les experts qui sont le plus pertinents à chaque étape pour générer chaque mot. Et donc le modèle prend la place en mémoire que prendra 8 milliards de paramètres, mais il nécessite 3 fois moins de calcul, et il a des performances qui sont comparables en Llama 2 13B de 13 milliards de paramètres, donc c'est vraiment un truc qui est extrêmement compact et qui est très très puissant pour sa taille. Et donc, ce qui est cool, et pourquoi c'est intéressant, c'est parce que ça veut dire qu'on peut aussi le personnaliser très facilement. C'est-à-dire que si même avec du matos grand public, une carte graphique grand public, vous pouvez personnaliser votre propre modèle et ça va assez vite en fait. Et il est tellement petit qu'il est aussi très très peu cher, il a aussi été très peu cher à fabriquer. Il a été entraîné en seulement 2 semaines sur 96 H100 et ça a coûté 80 000 $. Alors 80 000 $, évidemment, pour vous et moi, c'est beaucoup d'argent, mais c'est une misère dans le monde des modèles de langage où c'est le million de dollars l'unité de base, en général. Donc Jet est entraîné sur des datasets ouverts et de grande qualité, et donc ce qui est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que Jet, il a été entraîné avec un budget qui est très accessible, même pour des universités ou des entreprises moyennes en réalité. Et donc ça donne un petit peu d'espoir parce que c'est vrai que les IA, c'est souvent très très réservé à des choses, des gens qui ont des organisations, c'est des trucs qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, quoi. On continue avec une publication qui a retenu ton attention, Guillaume, sur Hugging Face. Une de plus. Et oui, je vous en parle souvent, trop souvent, diront certains, je sais. Mais après, c'est aussi les tendances des structures et des nouvelles structures qui sont intéressantes. Les mélanges d'experts, c'est les trucs qui ont la tendance, qui ont la cote en ce moment, ces tendances. Ils permettent à un modèle d'utiliser beaucoup de connaissances sans nécessiter beaucoup de calculs. C'est pour ça que c'est super intéressant. Donc voilà, vous voulez avoir un modèle, avoir une IA qui est super maligne, en général, il faut beaucoup plus de poids, donc c'est beaucoup plus de mémoire, beaucoup plus de calcul. Et donc le mélange d'experts, ça essaye un petit peu de garder toutes les performances du truc, mais en réduisant le truc, la quantité de calcul à chaque fois. En gros, le modèle choisit tout seul quelle partie de son cerveau activer, et donc les MOE, les Mixture of Experts, les mélanges d'experts, donc ces MOE, ils utilisent 15% de leur cerveau, comme nous, en fait. Alors que les modèles qu'on dit denses, ils en utilisent 100% à chaque fois, comme Lucie. Et en fait, on se rend compte qu'on gagne pas grand-chose à utiliser 100% des poids, à la différence de Lucie. Ça donne pas des super pouvoirs. Et on consomme par contre énormément plus d'énergie. Donc adapter le temps de calcul, c'est super important, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est ça qui coûte cher. Le temps de calcul, ça coûte cher en fric, ça coûte cher en électricité, encore plus que la mémoire nécessaire. Et donc ça serait génial de pouvoir se donner un budget de calcul sur une quantité fixe, et que le modèle puisse choisir lui-même comment utiliser cette puissance de calcul. Alors, en prenant un exemple sur les mélanges d'experts, qui utilisent donc des petits routeurs, des petits réseaux qui apprennent à choisir les experts convenablement, il y a des chercheurs de DeepMind, donc de Google DeepMind, qui proposent le concept de mélange de profondeur, qui va utiliser des petits routeurs pour éviter carrément un bloc, si juge que l'analyse n'est pas nécessaire. Pour se faire une bonne image du truc, il faut se souvenir de comment marche un modèle de langage en gros, quoi. En gros, c'est une pile de blocs transformers, donc chaque bloc transformer, c'est un réseau de neurones un petit peu plus compliqué, avec un truc rajouté. En gros, c'est un bloc, quoi. Et bon, pour l'instant, on peut oublier ce qu'il y a à l'intérieur du transformer, on peut juste imaginer que c'est un bloc de neurones avec une entrée et une sortie. Donc en entrée, on prend un ensemble de mots encodés sous la forme d'autant de colonnes de nombres, hein. Chaque mot de la phrase à compléter est transformé en un ou plusieurs jetons. Ils sont codés souvent sur 2 octets, ces jetons. Et puis ensuite, ils sont projetés dans un espace mathématique, chacun comme une espèce de colonne de nombres, voilà un vecteur. Donc si on a une phrase de 10 mots, on aura 10 vecteurs qui seront traités en parallèle. Donc chacun va entrer dans le premier bloc, être digéré, et en sortie, on aura un autre vecteur pour chacun.
un résultat intermédiaire qui va aller dans le deuxième bloc, la deuxième couche, et ainsi de suite. Donc les 10 mots vont traverser d'ordinaire toutes les couches en parallèle, comme ça. Mais dans le cas qui nous intéresse, les gars de DeepMind, ils ont rajouté avant chaque bloc un petit routeur. Quand il va voir arriver le vecteur en entrée, il va donner son avis. Un score qui dit selon lui si oui ou non ce truc a besoin de passer par ce bloc-là ou pas. Et donc si c'est pas le cas, il peut juste passer son chemin au suivant. Et du coup, chaque mot, au lieu de passer par toutes les couches, il va avoir un chemin différent en passant par certaines couches mais pas par d'autres. Et ça, c'est le modèle lui-même qui va apprendre à le faire. Du coup, si un vecteur passe pas par une couche, il n'y a pas besoin de faire tous les calculs de cette couche, parce que sa couche est des millions de calculs. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les faire, tous ces millions de calculs, donc c'est tout bénef. Donc selon le budget qu'on se donne, le modèle va décider de passer par plus ou moins de couches. Et ça marche très bien. Non seulement ça permet de choisir dans une certaine mesure combien de calculs on veut faire, mais en plus les performances restent assez bonnes même quand on limite pas mal le nombre de calculs. Et ça explique sans doute, finalement d'une manière assez intuitive, parce que tous les mots ne nécessitent pas forcément tous autant d'analyse, finalement. Et ça force le modèle à faire des choix pour se concentrer sur l'essentiel, sur les mots importants qu'il analyse plus, et les mots qui ne sont pas importants, il les analyse moins. Donc ils appellent ça donc le MOD, le Mixture of Depth, donc le mélange de profondeur. Et c'est un truc qui est très prometteur parce qu'en plus, il n'est pas incompatible avec d'autres techniques, comme le mélange d'experts. Donc ça veut dire que tu peux faire du mélange de profondeur et du mélange d'experts. Donc mélange de profondeur, c'est MOD, et mélange d'experts, c'est MOE, et ils ont fait un mélange de mélange qui s'appelle le MODE. MODE, évidemment. Et le mode sera à la mode bientôt, j'en suis sûr. Oh. Et le principe n'est pas si compliqué en réalité, parce que pour un mode, on fait à la fois le routage à l'entrée du bloc, donc comme on vient de l'expliquer, donc on zappe le bloc ou on zappe pas le bloc, et si tu zappes pas le bloc, tu rentres dans le bloc, et quand tu es à l'intérieur du bloc, en fait, le bloc est divisé en plusieurs morceaux, et puis tu choisis le morceau que tu veux à l'intérieur du bloc. Bon, on a des blocs plus gros au départ, et ils sont divisés comme ça en plusieurs experts, et il y a un autre routeur à l'intérieur du bloc qui apprend à sélectionner le bon expert. Donc le modèle apprend à choisir si un mot a besoin de plus ou moins d'analyse, et ensuite, si oui, il peut sélectionner les connaissances les plus pertinentes qui le concernent. Et donc on a un petit peu le meilleur des deux mondes comme ça. Donc c'est une recherche de Google, alors pour l'instant on ne peut pas savoir si Google utilise déjà en production ces techniques-là, mais c'est très prometteur, je ne serais pas surpris en réalité que Google utilise ça un jour dans un de ses modèles futurs. Ouais, des modèles qui utilisent juste ce dont ils ont besoin quelque part. Ils sont économes en énergie aussi. Très bien, on attend avec impatience, en tout cas moi Guillaume, ce que va nous présenter Apple en matière d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui nous prépare selon toi ? Pour cette news, il faut se méfier des gros titres en réalité, parce que j'ai vu partout un petit peu qu'il y a un modèle d'Apple qui tourne sur téléphone et qui dépasse GPT-4. C'est un petit peu les gros titres. Rien que ça. Et bon, alors faut creuser quand même, parce que ça dépend pourquoi. Le cas d'usage est très précis. En fait, le but, c'est de faire un chatbot compact, donc qui tourne en local, soit sur un téléphone, et qui sait interagir avec le téléphone, je veux dire. Donc le but, c'est de faire un agent qui fait ce que vous lui dites sur le téléphone, donc une sorte de copilote, mais façon Apple et en local. Et en réalité, Siri intelligent. L'article original va pas complètement jusque-là. Il s'intéresse à ce qu'on appelle la résolution de référence, c'est-à-dire trouver un moyen que le modèle comprenne de quoi on parle. Parce que c'est pas évident dans la vraie vie déjà, en général, qu'on se comprenne sur... Parfois, il y a des malentendus, on sait pas de quoi quelqu'un parle, ou alors on se trompe sur le sujet de son interlocuteur, c'est pas forcément clair tout le temps. Et sur un téléphone, on peut, langage naturel, faire référence à des choses qui sont écrites sur l'écran, c'est possible, ou alors des choses qui sont des images affichées, des choses qui sont dans le téléphone, mais qui sont pas visibles, qui sont pas actives, comme de la musique qui a stocké ailleurs, ou sur les contacts, etc. Donc ça, c'est compliqué, et c'est compliqué pour nous, parfois. Et donc, pour un modèle de langage, je te dis pas, c'est très compliqué. Et donc, en théorie, utiliser un téléphone, c'est multimodal. Parce qu'il y a des trucs écrits, il y a des trucs graphiques, et bon, tout ça, ça donne des modèles, ça demande des modèles qui seraient encore plus sophistiqués, parce qu'il faudrait qu'ils analysent l'image, etc. Et donc, la digestion de données multimodales, c'est encore un truc qui est plus long, qui prend plus de place que le texte. Et c'est pas génial parce que c'est une IA qu'on va faire tourner directement sur le téléphone. Et donc, forcément, on est très très limité en termes de mémoire, de calcul et tout ce que tu veux. Et donc, pour gérer ce problème de référence, les gens de chez Apple ont mis au point une méthode qui, en fait, textualise tout. C'est-à-dire que tout est mis sous forme de texte, sur un format standardisé. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont utilisé Flan T5. Et T5, c'est une famille de modèles de langage de Google, qui est assez ancienne, en fait, qui est sortie. Donc, c'est Google qui l'a pondu, qui l'a mis open source en 2022. Et c'est des modèles qui ont plusieurs tailles, qui sont relativement petits. Donc, ils vont prendre cette base, et ils vont l'entraîner sur leur format de description textuelle, de ce qu'il y a à l'écran, en gros, et ils vont appeler la nouvelle version du modèle entraîné Realm, donc Realm pour REALM, donc Reference Resolution as a Language Modeling. Et bon, en gros, ils en ont fait plusieurs, parce qu'il y a plusieurs tailles de T5, donc ils en ont fait plusieurs tailles aussi.
Il y a 4 tailles, donc de 80 millions à 3 milliards de paramètres, donc c'est des trucs qui sont relativement petits. Et ce qu'il constate, c'est que le modèle arrive bien à comprendre les références qui sont faites. Alors, il y a des références qui sont faites sur un petit peu tout, n'importe quoi sur le téléphone, hein, et à partir de 250 millions de paramètres, ben, ça marche plutôt pas mal. Et finalement, il est meilleur que l'exercice à GPT-4 avec 3 milliards de paramètres. Mais attention, en aucun cas, Realm n'est meilleur que GPT-4 sur les tâches générales. Realm, il est minuscule, il est très spécialisé. C'est juste une base possible pour un petit copilote sur iPhone qui pourra effectuer des tâches simples en langage naturel et en local. C'est bien, mais ça n'a rien à voir avec un chatbot généraliste comme GPT ou Claude, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, il y a par ailleurs un autre article qui est paru hier, hein, qui parle d'une évolution de Ferret. On avait parlé de Ferret, qui était le nom du petit modèle de langage embarqué sur lequel travaille Apple depuis un petit moment, hein, et donc ils font des expériences là-dessus. Ils ont fait évoluer Ferret en multimodal. Il s'appelle Ferret UI, le prochain, parce qu'en fait, c'est un modèle multimodal qui est prévu pour analyser, pour comprendre en fait, ce qu'il y a sur un téléphone. Donc, c'est un modèle multimodal spécialisé qui est entraîné sur des éléments d'interface. Donc, on lui donne à voir ce qu'il y a sur l'écran. Hein. En général, on fait le truc en 2 morceaux parce que les proportions de l'écran sont un petit peu bizarres tout en longueur. Et donc, on l'entraîne méticuleusement sur les choses qui reviennent, hein, les icônes, les boutons, les éléments graphiques qui se retrouvent dans une interface de téléphone, et qu'un modèle plus général ne reconnaîtrait pas avec autant de détails. Et donc Ferret UI, lui aussi, il dépasse GPT-4 hein, dans la tâche de savoir quoi faire quand on lui demande ce qu'il y a à l'écran ou comment faire un truc. Par exemple, hein, s'il y a une application de podcast, il va reconnaître que c'est une application de podcast, il va donner les fonctions possibles. Si c'est le navigateur ou une page web où on peut acheter un truc, si tu lui demandes comment je fais pour acheter, il va dire il faut appuyer sur le bouton acheter, voilà, il a repéré le bouton acheter, tout ça. Il connaît les réglages de téléphone, tout ça. Bon. Alors, du reste, donc, Apple, il travaille clairement là-dessus, hein. C'est pas le seul à essayer de faire un copilote sur téléphone. On pense immédiatement au Rabbit R1, on peut aussi rapprocher d'ailleurs, dans le principe, tout Ferret UI et Realm d'ailleurs, du Poulpe de Stanford, le Poulpe de Stanford. Ça sonne comme un nom de catcheur, le Poulpe de Stanford. Oui, c'est vrai. Mais en fait, non, Stanford vient de publier un modèle qui s'appelle Octopus V2, en fait, tout simplement, donc Octopus, hein, qui est un modèle lui aussi spécialisé pour les tâches sur téléphone. Donc lui, par contre, celui-ci, c'est un dérivatif d'un truc qui existe déjà, c'est un dérivatif de Gemma 2B, qui est un modèle de Google. Et donc, ils l'ont entraîné à faire des API, à faire des appels donc, aux API sur iOS et Android. Et donc, Octopus, c'est un modèle qui est tout à fait personnalisé, hein, et qui prend des demandes en langage naturel, et puis il traduit ça en appel à un API pour effectuer des tâches sur le téléphone. Donc on a rajouté des pseudomots dans son vocabulaire qui désignent des fonctions, etc. Et Octopus 2 aussi, il est du niveau de GPT-4 pour cette tâche particulière, quoi, de faire des appels au truc, quoi. Donc ça veut dire qu'on est en train, effectivement, il y a beaucoup de recherches, et on est en train de voir arriver petit à petit là, les prémices de super agents embarqués sur les téléphones. C'est des choses qui ont beaucoup la cote en ce moment. Donc, il n'y a pas de démo, ni pour Realm, ni pour Octopus, d'ailleurs, on verra bien si ça vaut le coup, si tout ça fonctionne bien, etc. Mais clairement, c'est une tendance qu'on voit à travers ces travaux de recherche des diverses grosses boîtes, quoi. Ok, à suivre, bien entendu. On va terminer avec le scandale de la semaine en matière d'intelligence artificielle et d'entraînement, ou pas, on va voir. Mais a priori, l'entraînement de GPT-4 se serait largement appuyé sur des vidéos YouTube. Guillaume, est-ce que ça respecte les conditions générales d'utilisation imposées par Google ? Bien sûr que non. En fait, le Wall Street Journal a publié la semaine dernière une histoire qui est quand même vraiment incroyable, finalement, si on réfléchit, parce que effectivement, pour entraîner GPT-4, ils auraient utilisé un modèle de reconnaissance vocale, donc le modèle Whisper, hein, OpenAI aurait utilisé le modèle Whisper, pour faire la retranscription de plus d'1 million d'heures de vidéos YouTube. Et pourquoi ? Parce qu'autant il y a des choses super sur YouTube, autant il y a aussi d'autres choses. Et la quantité de calcul pour retranscrire 1 million d'heures de vidéos, elle n'est pas négligeable en plus. Ce serait parce que OpenAI est arrivé en dèche de données, ils n'ont plus de données de qualité. En fait, depuis 2021, OpenAI aurait déjà épuisé plus ou moins le web public et les ressources de données utiles qu'il a trouvées. Et commencer à le polluer, du coup. Et ils ont même ratissé les quiz, les bases de données de parties d'échecs, etc. Et du coup, ils se sont dit, il reste pas mal de langage dans les vidéos YouTube, les podcasts, les livres audio, ce genre de trucs. Oui. Et donc OpenAI savait que c'était délicat comme sujet, mais ils l'ont fait quand même. Et le président d'OpenAI à l'époque, Neil Brockman, avait été lui-même impliqué là-dedans. C'est dire si ça ressemble à du désespoir quand même, hein. Et bon, Google va pas être content, parce que ils avaient même mis en garde la semaine dernière contre un possible usage de vidéos de YouTube pour entraîner Sora, parce qu'ils ont des soupçons. Le CEO de YouTube précise bien que c'est pas autorisé. Bon, OpenAI est en dèche de données, mais probablement pas plus que les autres, parce que Google aussi a utilisé la retranscription de YouTube. Bon, lui, c'est pas pareil, c'est parce que c'est à lui. Mais enfin bon,
Et puis d'ailleurs, ils ont modifié les conditions d'utilisation et les clauses voilà, de leur contrat là, pour permettre d'utiliser un petit peu tout ce qu'ils veulent, de YouTube à Google Docs, un petit peu partout là. Donc ils ratissent très très large. Meta aussi est en panique. Hein. Et, bon, il a épuisé les textes publics en langue anglaise depuis longtemps. Et d'ailleurs, ils ont tout envisagé. Ils ont payé pour du contenu, donc licencier des trucs, ou le cas échéant, racheter des éditeurs entiers. Quoi. Donc on en est là. D'ici moins de 5 ans, même ces limites pourraient être atteintes, hein, et les besoins des 3 entreprises pourraient dépasser le contenu existant, le contenu humain existant, qui pourtant ne cesse de croître, hein, mais apparemment les besoins vont dépasser encore cette croissance. Du coup, voilà, il faudra se tourner probablement vers des contenus synthétiques, voilà, ou des IA moins connes qui apprennent un poil plus vite, éventuellement. Je ne sais pas si on y arrivera. C'est difficile, ça. Ouais, très difficile. Merci, Guillaume. On enchaîne et on conclut cet épisode avec une petite rubrique jeux vidéo. Et d'ailleurs, Guillaume, on va reparler de l'étude qui buzz en ce moment dans le domaine du jeu vidéo. Il faudrait jouer plus aux jeux vidéo, mais peut-être pas à n'importe quoi, c'est ça? C'était un petit peu le message que tu voulais faire passer. Bah écoute, c'est un scandale. C'est un scandale. Les gens jouent pas assez aux jeux vidéo. Voilà. Parce que la croissance ne croît plus. Tu y crois? Le marché va croître de 2,7% entre fin 2023 et 2026. C'est-à-dire même pas 3% sur 6 ans, alors qu'on était à 7,2% entre 2015 et 2021. Comme c'est bizarre, hein. Il y a 2020 au milieu. Et le temps de jeu global baisse. En plus, hein, 27% de ce précieux temps vidéoludique est accaparé par des jeux qui sont vieux, voilà, qui sont des vieilles croûtes, comme Roblox, Minecraft, Fortnite, League of Legends et GTA V. Oui, GTA V, bon, sous sa forme GTA Online sans doute, mais enfin quand même. Et donc chez Eurogamer, ils aiment les choses compliquées, et ils ont sorti plein de chiffres, ils confirment que grosso modo, ces jeux accaparent un quart du temps de jeu, donc de jeu complet, mais ils rajoutent que les jeux vieux de moins de 3 ans prennent 23% du temps de jeu, alors que les jeux vieux de 6 ans et plus prennent 60% du temps. Alors que les jeux récents ne prennent que 8% du temps. Diablo 4 est en tête d'ailleurs de ces trucs. Alors tous ces pourcents, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire il est de plus en plus difficile d'exister en tant que petit nouveau. Si tu sors, toi, petit jeu tout neuf, tu te confrontes à une pelletée de jeux-services qui sont toujours là et qui sont toujours aussi actifs. Fortnite en tête, qui arrive d'ailleurs au top de tous les jeux les plus joués en 2023 sur toutes les plateformes confondues, y compris le PC. D'ailleurs, c'est très simple, hein. Prenons les jeux les plus joués sur chacune des plateformes. Sur PC, on trouve donc Fortnite, les Sims 4, Counter-Strike, Minecraft, Roblox, Valorant, League of Legends, GTA V et Rocket League. Que des petits jeunes. Hein. Il n'y a pas une seule nouveauté dans le top 10, je m'en remets pas. Sur PlayStation, il y a une seule nouveauté, c'est FC 24, donc c'est le FIFA quoi, qui s'appelle plus FIFA. J'en pleure, franchement j'en pleure. Pour le reste, c'est pareil, hein, c'est Fortnite, Call of Duty, Rainbow Six, Fall Guys. Sur Xbox, on a au moins Starfield quand même, qui est en 8ème. Hein. Pour le reste, c'est exactement pareil, c'est encore pareil, des vieux jeux services. Et heureusement, on a la Switch, où, bon, on a aussi des jeux inoxydables comme Fortnite, évidemment, Mario Kart, Animal Crossing, Smash Bros. Mais enfin, on a aussi voilà, Zelda Tears of the Kingdom, Pokémon Scarlet, Hogwarts Legacy, Mario Wonder. Bon, c'est pas incroyablement original, mais au moins, c'est des sorties de l'année. En moyenne, les 10 jeux PC les plus joués sur le marché, depuis... donc, je reprends. En moyenne, les 10 jeux PC les plus joués sont sur le marché depuis 10 ans. C'est ça qu'on les vieux partent pas en retraite. Les jeunes, ils peuvent pas rentrer, ils peuvent pas s'installer. Et alors, c'est 7 ans sur la PlayStation, et c'est 7 ans aussi sur Xbox, et c'est 4 ans sur la Switch. Donc, bon, la Switch, hein, la limite, ça va, mais franchement, bonjour la fraîcheur sur Xbox, PlayStation et PC, quoi. Et c'est franchement inquiétant, parce que dans ces conditions, pourquoi sortir des jeux qui sont pas des jeux services? Puisque les jeux services, ils sont inoxydables, et puis, je veux dire, c'est des rentes, quoi. Et d'ailleurs, pourquoi sortir des jeux tout court, au fond, hein, puisque, je veux dire, tu mets une nouvelle saison sur Fortnite, et c'est reparti. Donc la surpuissance des jeux services, ça me paraît pas très sain tout ça. Hein. Alors pour l'instant, Nintendo est un petit peu préservé, mais pour combien de temps? Il faudrait regarder l'évolution de ça. Hein. Il faudrait regarder aussi dans quelle mesure est-ce que le temps passé sur les jeux services, remplace du vrai temps qui serait forcément passé sur d'autres jeux. Bon, c'est pas évident non plus, et on pourrait peut-être critiquer et continuer de dérouler le fil. Et puis, alors oui, dernière remarque aussi que je me faisais, Guillaume, c'est que développer un jeu service, le maintenir, ça a un certain coût, et j'imagine qu'il y a d'autres jeux qui prennent pas beaucoup de temps, qui génèrent des ventes, des revenus, et qui coûtent peut-être beaucoup moins cher que de la maintenance de jeux services. Bon, je me rends pas compte là pour le coup. Hein. Là, j'ai vraiment du mal à me rendre compte. Mais honnêtement, vu les évolutions qu'on a entre 2 itérations de Minecraft, je suis pas sûr que ça coûte des masses, hein, sans déconner. Ouais, mais est-ce que Minecraft, il rajoute 3 blocs et 2 animaux, et c'est fini, c'est bon, youpi, on a fait une nouvelle version, quoi. Ouais.
Est-ce que tu prends le bon exemple représentatif? Je ne sais pas. C'est vrai que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est discutable. Hein. Roblox et Fortnite, et Minecraft d'ailleurs, c'est pas vraiment des jeux, c'est vrai que c'est des plateformes. C'est vrai qu'il y a des milliers de Faut jeux les voir finalement. comme ça aussi, je pense. Tu vois, sur Roblox et Fortnite, il y a des milliers de jeux, et même sur Minecraft, on peut dire un peu pareil finalement. Est-ce que dans les côtés comme des jeux ou pas, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que ça pompe des heures de jeu, ça c'est sûr. Et ça pompe pas mal de trucs. Alors, dans le cas de Roblox, d'ailleurs, il y a un truc assez rigolo. Parce que bon, alors Roblox, moi j'ai jamais testé Roblox, ça fait partie des trucs que j'ai jamais touché. Non, j'ai jamais touché Roblox. Ça permet à tous de fabriquer des jeux, d'ailleurs, y compris des enfants. D'ailleurs, ces mêmes enfants peuvent potentiellement gagner de l'argent avec. Hein. Alors, ils gagnent des Robux en réalité, qui sont gérés par Roblox, la monnaie virtuelle. Hein. Et Roblox, il prend des commissions assez monstrueuses sur les achats-ventes de Robux, puisqu'apparemment, j'ai lu qu'acheter 1000 Robux, c'était 12,50 $. Et pour revendre 1000 Robux, c'est 3 $. Donc, il y a une petite différence. Cette profusion de jeux et de perspectives, évidemment, on fait le succès et la fortune de Roblox, hein, ce qui fait dire à certains que la boîte s'enrichit en faisant bosser les gamins et des jeunes, hein, et en leur redistribuant quelques cacahuètes au passage. Bon, Roblox a fait une longue réponse dans Eurogamer, où ils disent qu'ils n'emploient pas de mineurs, que l'important c'est la joie de créer, la motivation principale des gens sur Roblox, elle n'est pas monétaire, hein, c'est un sondage récent sur la plateforme qui le dit. Bon, honnêtement, c'est pas un monde que je connais très bien, mais bon, quoi qu'il en soit, le Robux c'est quand même une monnaie virtuelle, et que les gosses peuvent acheter, voilà, qu'on peut acheter avec de l'argent réel, hein, voilà, l'argent des parents. Et il semble que ça serve pas que sur Roblox, mais aussi sur des sites de paris de jeux en ligne. Des casinos qui utilisent le Robux. Alors il y a des trucs comme Satozuki, Studs ou Roblox Wild. Voilà, je connais très bien tout ça. Ce sont des sites illégaux, hein, qui attirent des gamins aussi. Et voilà, Roblox, finalement, il ferme les yeux là-dessus. Il permet de jouer. Via le Robux, il permet de jouer. Et donc, il en profite même, hein, puisque c'est lui qui prend les commissions de conversion sur le Robux. Donc c'est l'argument, en tout cas, de deux mères californiennes qui attaquent Roblox, apparemment pour ça. Donc une plainte que Roblox a essayé de faire annuler, évidemment, mais sans succès. Donc apparemment, le procès va avoir lieu. Donc voilà, pour Roblox, les Robux sont comme des tickets d'entrée dans un parc d'attractions. Mais pour le juge et les plaignantes, hein, c'est une analogie vaseuse, hein, puisque c'est des tickets qui gardent une valeur monétaire tout le temps. Donc bon, c'est évidemment pas pareil. À suivre. Et puis on termine, Guillaume, avec une bonne nouvelle. Hein, on va le présenter comme une bonne nouvelle quand même. Apple qui permet désormais les applications d'émulation dans l'App Store. Oui, Apple va relâcher un peu la bride sur les applications, dont les applications. Donc autant en Europe qu'aux États-Unis, Apple évidemment est sous le feu. Quelle générosité. Et sous le feu des critiques, hein, pour son interdiction des App Store, hein, des super apps aussi en fait. Donc tout ce qui est super app finalement, c'est-à-dire toutes ces apps qui pourraient elles-mêmes accueillir des apps, quoi. Et plus largement, Apple interdit aussi les émulateurs sur l'App Store. C'est aussi forcément une app qui accueille d'autres apps en quelque sorte. Apple relâche un petit peu les contraintes, mais comme d'habitude, c'est compliqué et c'est limité apparemment. Bon, les apps sont désormais autorisées à inclure des mini-apps en elles-mêmes, comme des mini-jeux, des chatbots, voilà, ce que vous voulez, mais il faut que ce soit en HTML5. Et par ailleurs, les émulateurs de jeux rétro peuvent proposer le téléchargement de ROM, mais bien sûr, il faut que l'auteur de l'app prenne toute la responsabilité de ne proposer que des trucs qu'il a le droit de proposer, hein, évidemment. Et or, comment un auteur d'émulateur lambda pourrait proposer la moindre ROM qui ne serait pas dans le domaine public ? Quelle bonne question. Il peut pas, quoi. Donc Sega peut proposer des compilations de ses titres. Mais les émulateurs, disons, voilà, les émulateurs qu'on a tous en tête, hein, comment font-ils ? Ils peuvent rien proposer au téléchargement, sauf des jeux maison ou des démos, éventuellement, des trucs dans le domaine public. Mais donc, du coup, comment tu fais ? Je sais pas, mais les conditions ne le disent pas. Donc même si techniquement les émulateurs en eux-mêmes vont être autorisés sur l'App Store, peut-être qu'il ne faut pas s'attendre à voir arriver des trucs comme on a sur Android. Parce que je pense que c'est assez peu probable en réalité. Mais voilà, désolé, je suis peut-être un peu pessimiste, mais je veux pas que vous soyez déçus non plus. C'est clairement une annonce qui va dans le sens d'adoucir la relation avec les régulateurs, mais qui effectivement, dans les faits, risque probablement de ne pas changer grand-chose si vous cherchez une machine d'émulation. Probablement que c'est pas un iPhone ou un iPad qu'il faut aller acheter. Merci infiniment, Guillaume, pour la préparation de cet épisode de Tech Café avec l'actualité des nouvelles technologies de cette semaine. On peut rappeler aux auditeurs ce qu'on a déjà rappelé en intro, à savoir qu'il faut qu'ils puissent nous déposer des avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict et sur Spotify pour valoriser le podcast aux yeux de celles et ceux qui le découvriraient pour la première fois. Et puis, si vous en avez la possibilité, bien entendu, de venir nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous avez toutes les infos sur cette page. Et puis, bien entendu, vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord de Tech Café.
techcafé.fr/Discord. Mais il y a aussi une super nouvelle, une belle surprise pour vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est que, oui, vous pouvez nous retrouver à titre individuel, et notamment toi, Guillaume. Enfin, là, épisode 361, on va enfin savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Moi, je vais repartir écouter Stability Radio, ça va m'endormir, tranquille. Et puis, de toute façon, vu l'état de la boîte, ça va pas durer longtemps, alors je vais en profiter un peu. Bon, d'accord. Et tu peux télécharger légalement, les musiques diffusées. Bonne question. Être sûr de les garder. Je sais pas si elles sont libres de droit ou pas. Je vais pas regarder. Ça remplacera peut-être ou pas Love Girl. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Guillaume Vendée. Je pense pas. D'accord. On est bien d'accord. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux. Et puis, bien entendu, dans quelques jours et même la semaine prochaine, pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.